Le café Les Roses de Montmartre baignait dans une lumière dorée en cette fin d'après-midi parisienne. Les rayons du soleil filtraient à travers les grandes fenêtres donnant sur la place du Tertre, créant des ombres dansantes sur les tables en marbre blanc. L'arôme du café fraîchement moulu se mêlait aux effluves sucrés des croissants sortant du four, créant cette atmosphère si particulière des cafés parisiens que les touristes du monde entier venaient chercher. Marguerite Dubois, 82 ans, était assise à sa table habituelle près de la fenêtre, celle qui lui offrait la meilleure vue sur l'agitation de Montmartre. Ses mains ridées, mais encore élégantes, tenaient délicatement une tasse de porcelaine de Limoges, un vestige de sa collection personnelle qu'elle avait apportée au café des années auparavant. Le propriétaire, M. Rousseau, avait accepté avec plaisir cette petite excentricité de sa cliente la plus fidèle. Marguerite portait ce jour-là un tailleur Chanel couleur crème, ses cheveux argentés parfaitement coiffés en chignon, et à son cou brillait discrètement un collier de perles qui valait plus que la plupart des gens ne gagnaient en une vie entière. Mais ce n'était pas l'apparence raffinée de cette dame qui attirait l'attention des autres clients du café. C'était quelque chose dans son regard, une profondeur mêlée de mélancolie qui semblait porter le poids de nombreuses années et de nombreux secrets. Marguerite Dubois n'était pas seulement une vieille dame élégante, prenant son thé dans un café parisien. Elle était l'héritière unique de l'Empire du Bois, une dynastie industrielle qui avait bâti sa fortune sur le textile au début du XXe siècle avant de se diversifier dans l'immobilier, les technologies et les investissements financiers. Avec une fortune estimée à plus de 3 milliards d'euros, elle était l'une des femmes les plus riches de France, mais aussi l'une des plus discrètes. Si cette histoire vous captive déjà, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime pour me motiver à continuer. Et dites-moi en commentaire, que pensez-vous du contraste entre cette femme si riche et ce café simple de Montmartre? Ce mercredi après-midi ne différait en rien des autres pour Marguerite, jusqu'à ce qu'une nouvelle serveuse apparaisse dans son champ de vision. La jeune femme, qui devait avoir une vingtaine d'années, se déplaçait entre les tables avec une grâce naturelle malgré la fatigue visible sur son visage. Ses cheveux châtains étaient attachés en une queue de cheval pratique et elle portait l'uniforme noir et blanc du café avec une dignité qui impressionna immédiatement Marguerite. Mais ce qui fit battre le cœur de la vieille dame plus fort, ce qui la fit se redresser sur sa chaise et poser sa tasse avec un léger tremblement, ce fut le petit pendentif qui brillait au cou de la serveuse. Un camée ovale serti dans de l'or blanc, représentant le profil d'une femme aux cheveux bouclés. Un bijou d'une facture exquise du XVIIIe siècle, mais surtout un bijou que Marguerite reconnut instantanément. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle crut qu'il allait s'arrêter. Ce camée, elle l'avait vu pour la dernière fois il y a plus de 60 ans, accroché au cou de sa sœur cadette, Célestine, le jour où elle s'était disputée pour la dernière fois. La jeune serveuse s'approcha de sa table, un sourire poli mais fatigué aux lèvres. « Bonjour madame, souhaiteriez-vous autre chose ?» demanda-t-elle d'une voix douce qui porta un nouveau coup au cœur de Marguerite. Cette voix, il y avait quelque chose de familier dans cette intonation, dans cette façon particulière de prononcer les R avec une légère rossité. Marguerite bafouilla, ses yeux fixés sur le camée. La serveuse suivit son regard et porta instinctivement la main à son cou. « Oh, ce petit bijou, il appartenait à ma grand-mère. Je ne le quitte jamais, c'est tout ce qui me reste d'elle. » Elle sourit avec une tendresse mélancolique. « Elle me manque beaucoup. » Les larmes montèrent aux yeux de Marguerite. 63 ans. 63 longues années depuis cette dispute terrible qui avait brisé leur famille. Célestine n'avait que 19 ans quand elle était partie de la maison familiale, emmenant avec elle ce camée que leur arrière-grand-mère avait légué à la famille Dubois. Marguerite, alors âgée de 22 ans et déjà désignée pour reprendre les affaires familiales, avait été folle de rage. Non pas à cause du bijou en lui-même, mais à cause de ce qu'il représentait. La rupture définitive avec sa sœur bien-aimée. « Comment vous appelez-vous » demanda Marguerite d'une voix tremblante. « Amélie » répondit la jeune femme, légèrement surprise par l'émotion visible chez cette cliente élégante. « Amélie Moreau. » Moreau, le nom que Célestine avait dû prendre en se mariant. Marguerite sentit ses jambes se dérober sous elle. Cette jeune femme, cette Amélie qui portait le camée familial, ne pouvait être que sa petite nièce, la petite fille de la sœur qu'elle avait perdue à jamais par orgueil et par colère. « Mademoiselle Moreau, » dit Marguerite, en essayant de contrôler sa voix, « auriez-vous quelques minutes à m'accorder quand votre service sera terminé ?»
J'aimerais beaucoup vous parler. » Amélie hésita. Cette dame distinguée semblait bouleversée, et il y avait quelque chose d'urgent dans sa demande. Mais elle avait appris à se méfier des clients trop insistants. Travaillant dans ce café depuis 6 mois pour payer ses études de littérature à la Sorbonne, elle avait déjà eu affaire à des personnes âgées, esseulées, qui cherchaient simplement quelqu'un à qui parler. « Je termine dans 1 heure, » dit-elle finalement. « Mais je dois vraiment rentrer chez moi après. J'ai des cours demain matin, très tôt. »« S'il vous plaît, » insista Marguerite. Et il y avait maintenant des larmes qui coulaient librement sur ses joues poudreuses. « C'est très important. Cela concerne votre grand-mère. » À ces mots, Amélie se figea. Sa grand-mère Célestine était décédée 3 ans auparavant, mais elle en parlait rarement car cela la rendait trop triste. La vieille dame avait été la seule famille qui lui restait après la mort de ses parents dans un accident de voiture quand elle avait 15 ans. Célestine l'avait élevée avec un amour inconditionnel, travaillant dur comme couturière pour lui offrir la meilleure éducation possible. « Vous connaissiez ma grand-mère » demanda Amélie, sa curiosité l'emportant sur sa méfiance. Marguerite hocha la tête, incapable de parler tant l'émotion l'étranglait. Elle sortit un mouchoir en dentelle de son sac à main Hermès et essuya délicatement ses larmes. « J'attendrai, » dit-elle simplement. L'heure qui suivit fut la plus longue de la vie de Marguerite. Elle commanda machinalement un autre thé, puis un morceau de tarte aux pommes qu'elle ne toucha pas, les yeux constamment fixés sur Amélie qui servait les autres clients, avec cette même grâce naturelle qui lui rappelait douloureusement Célestine à cet âge. Chacun de ses gestes, chaque sourire qu'elle adressait aux clients, réveillait chez Marguerite des souvenirs qu'elle avait essayé d'enfouir pendant des décennies. Elle se souvenait de Célestine à 16 ans, dansant dans le grand salon de l'hôtel particulier familial, au rythme de la musique de jazz qui s'échappait du gramophone. Célestine, qui rêvait de devenir danseuse, qui parlait de partir à New York pour tenter sa chance à Broadway. Célestine, qui portait déjà ce camé comme un talisman, disant qu'il lui donnerait la force de réaliser ses rêves. Et puis cette dispute terrible, ce malentendu qui avait tout brisé. Le café se vidait peu à peu. Les derniers touristes partaient avec leurs appareils photos et leurs souvenirs de Montmartre. Les habitués rentraient chez eux pour le dîner. Monsieur Rousseau comptait sa caisse derrière le comptoir, et Amélie finissait de nettoyer les dernières tables. Enfin, elle accrocha son tablier et s'approcha de la table où Marguerite attendait, ses mains jointes dans un geste de prière silencieuse. « Madame » dit Amélie en s'asseyant en face d'elle, « vous vouliez me parler de ma grand-mère » Marguerite leva les yeux vers elle, et Amélie fut frappée par l'intensité du bleu de ses iris, un bleu qu'elle avait déjà vu quelque part sans pouvoir se rappeler où. « Amélie » commença Marguerite d'une voix douce, « votre grand-mère, Célestine, elle avait une sœur. »« Oui, je sais, » répondit Amélie. « Elle m'en parlait parfois. Elles étaient très proches quand elles étaient jeunes, mais elles se sont disputées et ne se sont jamais revues. Grand-mère en était très triste. Elle disait toujours qu'elle regrettait cette dispute, mais elle était trop fière pour faire le premier pas. » Marguerite ferma les yeux, submergée par la douleur et le regret. « Cette sœur, » murmura-t-elle, « c'était moi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Amélie ouvrit de grands yeux, sa main volant instinctivement vers le camé à son cou. « Vous êtes... »« Je suis Marguerite Dubois, » dit la vieille dame en relevant la tête avec une dignité tremblante. « Je suis votre grand-tante. Et ce camé que vous portez, il a appartenu à notre arrière-grand-mère, Isabelle Dubois. Il est dans notre famille depuis plus de 150 ans. » Amélie se leva si brusquement que sa chaise faillit tomber. Son visage était devenu livide. « Non, » dit-elle en reculant. « Non, c'est impossible. Vous mentez. Ma grand-mère m'aurait dit... Elle m'aurait parlé de vous si j'étais quelqu'un de bien, » termina Marguerite avec amertume. « Votre grand-mère avait raison de ne pas me mentionner, ma chère enfant. J'ai été terrible avec elle. J'ai laissé l'orgueil et les conventions sociales détruire l'amour que nous nous portions. » Amélie s'arrêta de reculer, intriguée malgré elle par la sincérité douloureuse qu'elle lisait dans les yeux de cette femme. « Racontez-moi, » dit-elle en se rasseyant lentement. « Racontez-moi ce qui s'est passé entre vous. » Marguerite prit une profonde inspiration. C'était la première fois en 63 ans qu'elle allait raconter cette histoire à quelqu'un. « C'était en 1962, commença-t-elle. Votre grand-mère avait 19 ans, j'en avais 22. Notre père venait de mourir et j'avais hérité de l'entreprise familiale. C'était inhabituel à l'époque qu'une femme reprenne les affaires, mais notre père était progressiste et il avait formé ses 2 filles pour qu'elles puissent se débrouiller seules dans ce monde d'hommes. » Elle marqua une pause, ses yeux perdus dans le passé. «
Célestine était brillante, plus brillante que moi sur bien des points. Elle parlait 3 langues couramment, elle avait des idées révolutionnaires pour moderniser notre entreprise textile, elle comprenait instinctivement les changements sociaux qui se préparaient. Mais elle avait aussi des rêves qui n'entraient pas dans le cadre strict de notre milieu bourgeois parisien. Quels rêves ? Demanda Amélie, captivée malgré elle. Elle voulait danser. Elle avait un talent extraordinaire, vous savez. Chaque soir, après les cours et les réunions d'affaires, elle dansait dans le grand salon. Elle avait transformé cette pièce solennelle en studio de danse, poussant les lourds meubles contre les murs pour avoir de l'espace. Notre mère était scandalisée, mes pères trouvaient cela charmant. Marguerite sourit à ce souvenir, le premier sourire sincère qu'Amélie lui voyait. Et puis elle est tombée amoureuse, continua-t-elle, et son sourire s'évanouit. D'un jeune homme qui n'était pas de notre milieu, Pierre Moreau. Il était mécanicien, il réparait les automobiles dans un petit garage de Belleville. Un garçon honnête, travailleur, mais pas de notre monde. Amélie sentit son cœur battre plus fort. Pierre Moreau. C'était le nom de son grand-père, mort bien avant sa naissance. « Je suppose que votre famille n'a pas approuvé cette relation, » dit-elle. « Moi, je n'ai pas approuvé, » corrigea Marguerite, avec une honte visible. « Notre mère était déjà très malade. Elle est morte quelques mois plus tard. C'est moi qui avais la responsabilité de la famille. C'est moi qui devais préserver notre réputation, notre standing social. Et j'ai pensé que Célestine faisait une terrible erreur. » Elle s'arrêta, cherchant ses mots. « Vous devez comprendre, Amélie, nous étions en 1962. Les choses étaient très différentes. Pour les familles comme la nôtre, le mariage n'était pas seulement une affaire de cœur, c'était une alliance stratégique. J'avais déjà des prétendants sélectionnés pour Célestine, des jeunes hommes de bonne famille qui auraient pu l'aider à développer nos affaires. Et ma grand-mère, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a dit qu'elle aimait Pierre et qu'elle l'épouserait, avec ou sans mon consentement. Elle avait ce caractère, vous savez, cette détermination qu'on retrouve chez toutes les femmes de notre famille. Marguerite regarda Amélie avec intensité. Cette détermination que je vois dans vos yeux en ce moment même. Amélie rougit légèrement, mais ne baissa pas les yeux. La dispute a éclaté un soir de décembre, reprit Marguerite. Célestine m'avait annoncé qu'elle était enceinte de Pierre et qu'ils allaient se marier dans la semaine. J'ai perdu mon sang-froid. J'ai dit des choses terribles, des choses que je regrette chaque jour depuis 63 ans. Quelles choses ? Demanda Amélie, bien qu'elle redoutât la réponse. Marguerite ferma les yeux, comme si les mots lui faisaient physiquement mal. Je lui ai dit qu'elle déshonorerait notre famille, que si elle épousait ce mécanicien, elle ne serait plus ma sœur, que je la déshériterais complètement et qu'elle n'aurait plus jamais le droit de mettre les pieds dans notre maison. Sa voix se brisa, et j'ai exigé qu'elle me rende le camée de notre arrière-grand-mère. Je lui ai dit qu'elle ne méritait pas de porter un bijou de famille si elle allait la salir avec cette union. Amélie porta la main à son cou, serrant instinctivement le camée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a regardé avec ces yeux bleus que vous avez hérités d'elle, ces yeux qui me hantent depuis ce jour. Et elle m'a dit « Très bien, Marguerite. Si c'est ainsi que tu vois les choses, je garde le camée en souvenir de la sœur que j'ai perdue. » Puis elle est montée dans sa chambre, elle a fait ses bagages, et elle est partie cette nuit même. Le silence retomba entre elles. Monsieur Rousseau avait fini de fermer le café et était parti par la porte de derrière après avoir fait un signe discret à Marguerite. Elles étaient seules maintenant dans ce café de Montmartre, une vieille dame milliardaire et une jeune serveuse étudiante liée par un secret de famille vieux de plus d'un demi-siècle. « Je l'ai cherchée », reprit Marguerite d'une voix à peine audible. « Pendant des années, j'ai payé des détectives privés pour la retrouver. Mais Célestine était intelligente, elle avait bien caché ses traces. Elle s'était installée dans une petite ville du sud de la France. Elle avait épousé Pierre sous le nom de Moreau et elle avait recommencé sa vie à zéro. Elle a eu une fille, dit doucement Amélie. Ma mère, Claire. Maman me disait que grand-mère lui parlait parfois d'une époque où elle était riche mais qu'elle préférait leur vie simple avec grand-père Pierre. Pierre était un bonhomme, demanda Marguerite avec une vulnérabilité soudaine. D'après ce que maman me racontait, oui. Il adorait grand-mère, il l'a rendue très heureuse. Ils ont tenu un petit atelier de couture ensemble pendant 40 ans. Grand-mère créait des robes de mariée magnifiques pour les filles du village. Marguerite sourit à travers ses larmes. Elle a toujours eu du talent pour la couture. Petite, elle redessinait déjà nos robes pour les rendre plus jolies, plus modernes. Pourquoi vous n'avez jamais essayé de reprendre contact avec elle directement ? Demanda Amélie. L'orgueil, admit Marguerite avec honte. Le terrible orgueil des Dubois.
Plus les années passaient, plus il me semblait impossible de revenir en arrière. Comment aurais-je pu lui demander pardon après 10 ans, après 20 ans, après 40 ans? J'ai construit un empire industriel, j'ai multiplié la fortune familiale par 100, j'ai été respecté et admiré dans le monde entier. Mais je n'ai jamais eu le courage de décrocher un téléphone pour appeler ma propre sœur. Elle sortit de son sac à main un mouchoir en soie et tamponna délicatement ses yeux. Et maintenant elle est morte. Et je ne pourrai jamais lui dire à quel point je regrette, à quel point elle m'a manqué chaque jour de ma vie. Amélie observa cette femme élégante qui pleurait devant elle, et elle sentit sa colère initiale faire place à quelque chose de plus complexe, de la pitié peut-être, mais aussi une étrange forme de reconnaissance. Car elle-même n'avait-elle pas hérité de cet orgueil familial? N'avait-elle pas refusé, ces 3 dernières années, toutes les aides sociales auxquelles elle avait droit pour payer ses études, préférant travailler dur plutôt que d'accepter la charité? Ma grand-mère a été heureuse, dit-elle finalement. Elle m'a souvent dit qu'elle ne regrettait rien de sa vie avec grand-père Pierre. Il n'était pas riche, mais il s'aimait. Et vous, Amélie? Demanda Marguerite en relevant la tête. Parlez-moi de vous. Que faites-vous dans la vie à part servir dans ce café? J'étudie la littérature française à la Sorbonne. J'ai une bourse d'excellence, mais elle ne couvre que les frais de scolarité. Je travaille ici le soir et les week-ends pour payer mon loyer et ma nourriture. Vous vivez seul? Oui, j'ai un petit studio dans le quartier latin. C'est minuscule, mais c'est chez moi. Marguerite hocha la tête, impressionnée par la détermination de cette jeune femme qui lui rappelait tant Célestine au même âge. Et après vos études, que comptez-vous faire? Je veux devenir écrivain, dit Amélie avec une passion soudaine qui illumina son visage. J'écris déjà des nouvelles. J'espère pouvoir publier mon premier roman dans quelques années. Je sais que c'est difficile, que la plupart des écrivains ne vivent pas de leur plume, mais c'est mon rêve depuis que je suis petite. Célestine aussi avait des rêves artistiques, murmura Marguerite. Elle aurait été fière de vous. Elles restèrent silencieuses un moment, chacune perdue dans ses pensées. Dehors, Montmartre s'illuminait de 1000 lumières et les premiers touristes du soir commençaient à arpenter les rues pavées en quête de l'âme bohème de Paris. « Madame Dubois, dit finalement Amélie, pourquoi me racontez-vous tout cela? Pourquoi maintenant ?» Marguerite la regarda droit dans les yeux. « Parce que j'ai 82 ans, ma chère enfant. Parce que je n'ai pas d'héritier direct, pas d'enfant, pas de famille proche. Parce que j'ai passé 63 ans à regretter ma stupidité et mon orgueil. Et parce que voir ce camé à votre cou m'a fait comprendre que le destin m'offrait peut-être une dernière chance de réparer mes erreurs. Que voulez-vous dire? Je veux vous aider, Amélie. Je veux faire pour vous ce que j'aurais dû faire pour votre grand-mère il y a des décennies. Je veux que vous puissiez réaliser vos rêves d'écrivain sans avoir à vous soucier de payer votre loyer ou votre nourriture. » Amélie se leva d'un bond, ses yeux lançant des éclairs. « Non, dit-elle fermement. Non, je ne veux pas de votre argent. Vous croyez que vous pouvez acheter votre rédemption? Que vous pouvez effacer 63 ans de silence avec un chèque? » La véhémence de sa réaction ne surprit pas Marguerite. Au contraire, elle confirma ce qu'elle soupçonnait déjà. Cette jeune femme avait bien l'âme d'une Dubois. « Je ne cherche pas à acheter quoi que ce soit, » dit-elle calmement. « Je cherche simplement à faire ce qui est juste. Cet argent, cette fortune que j'ai bâtie, à qui va-t-elle servir quand je ne serai plus là? À des œuvres de charité qui porteront mon nom sur des plaques de marbre? À des fondations qui oublieront mon existence dès que les chèques cesseront d'arriver? » Elle se leva à son tour et s'approcha d'Amélie. « Vous êtes ma seule famille, ma chère enfant. Vous portez le sang des Dubois dans vos veines. Vous avez hérité de la force et de la détermination de notre lignée. Et vous portez ce camé que notre arrière-grand-mère a légué à notre famille. N'est-ce pas un signe du destin? » Amélie recula encore, secouant la tête. « Je ne vous connais pas. Il y a 1 heure, j'ignorais même votre existence. Vous ne pouvez pas débarquer dans ma vie et tout bouleverser comme ça. » « Vous avez raison, admit Marguerite. J'aurais dû commencer différemment. J'aurais dû vous approcher avec plus de délicatesse, plus d'humanité. Mais voyez-vous, Amélie, j'ai 82 ans et je ne sais pas combien de temps il me reste. Quand on arrive à mon âge, on n'a plus le luxe de prendre son temps. » Elle retourna s'asseoir et désigna la chaise en face d'elle. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Écoutez-moi jusqu'au bout. Ensuite, si vous voulez partir et ne plus jamais me revoir, je respecterai votre décision. » Amélie hésita. Toutes les fibres de son être lui criaient de fuir cette situation, de retourner à sa vie simple et indépendante. Mais il y avait quelque chose dans le regard de cette vieille dame, une sincérité désespérée qui la toucha malgré elle. Elle se rassit. «
Très bien, mais je vous préviens, rien de ce que vous pourrez dire ne me fera changer d'avis. Marguerite sourit faiblement. Laissez-moi d'abord vous parler de votre grand-mère, de la vraie Célestine, celle que j'ai connue avant notre dispute. Car je pense que vous ne connaissez qu'une partie de son histoire. Elle croisa ses mains sur la table et Amélie remarqua qu'elle tremblait légèrement. Célestine était extraordinaire, vous savez. Pas seulement belle, bien que le Seigneur l'ait gâtée de ce côté-là. Elle était lumineuse. Quand elle entrait dans une pièce, tout le monde se tournait vers elle, non pas à cause de sa beauté, mais à cause de cette joie de vivre qui émanait d'elle. Amélie sentit sa gorge se serrer. Cette description correspondait exactement à l'image que lui avaient toujours donnée ses parents de sa grand-mère. Elle avait une intelligence vive, une curiosité insatiable. Elle dévorait les livres, elle s'intéressait à tout, la politique, les arts, les sciences. À 16 ans, elle parlait déjà couramment l'anglais, l'italien et l'espagnol. Elle rêvait de voyager, de découvrir le monde. Pourquoi ne l'a-t-elle jamais fait? Parce que notre père est mort trop tôt et que les responsabilités familiales sont tombées sur nos épaules. Moi, j'ai pris la direction des affaires. Célestine, elle, s'est occupée de notre mère malade. Elle a sacrifié ses rêves de voyage et d'aventure pour veiller sur une femme qui s'éteignait lentement. Marguerite marqua une pause, les yeux perdus dans ses souvenirs. Et puis il y a eu Pierre. Le jour où elle me l'a présenté, j'ai tout de suite vu qu'elle était amoureuse comme elle ne l'avait jamais été. Elle rayonnait littéralement. Pour la première fois depuis la mort de notre père, je l'avais vue vraiment heureuse. Alors pourquoi vous vous êtes opposés à leur mariage? Marguerite soupira profondément. Par bêtise, par snobisme, par peur aussi, je dois l'admettre. Notre monde était si codifié, si strict dans ses conventions. Les mariages entre classes sociales différentes étaient rares et souvent mal vus. J'avais peur que Célestine soit malheureuse, qu'elle regrette plus tard d'avoir épousé un homme qui ne pourrait pas lui offrir le style de vie auquel elle était habituée. Mais c'était son choix à elle, non? Bien sûr que c'était son choix. Mais j'étais sa sœur aînée. J'avais l'impression d'avoir un devoir de protection envers elle. Et puis, elle hésita. Et puis il y avait autre chose. Quoi? J'étais jalouse. Le mot tomba comme une pierre dans l'eau calme. Amélie ouvrit de grands yeux. Jalouse? Jalouse de son bonheur, de sa capacité à aimer sans se préoccuper des conventions, de son courage. Moi, voyez-vous, j'étais engagé à épouser un homme que je respectais mais que je n'aimais pas. Édouard de Montclerc, fils d'une grande famille de l'aristocratie française. C'était un mariage arrangé, avantageux pour nos deux familles. Vous ne l'avez jamais épousé? Si, je l'ai épousé 6 mois après le départ de Célestine, et j'ai été malheureuse pendant les 15 années qu'a duré notre mariage. Édouard était un homme bien, mais nous n'avions rien en commun. Nous avons vécu comme 2 étrangers polis partageant le même toit. Vous avez eu des enfants? Non. Édouard ne le souhaitait pas, et moi non plus, à vrai dire. Comment aurais-je pu être mère dans un mariage si froid? Et puis, j'étais tellement absorbée par les affaires, par la nécessité de prouver qu'une femme pouvait diriger un empire industriel aussi bien qu'un homme. Amélie écoutait, fascinée malgré elle par cette confession. Elle commençait à comprendre que cette vieille dame n'était pas la mégère hautaine qu'elle avait imaginée en premier lieu. Quand Édouard est mort en 1977, continua Marguerite, j'étais libre. Libre mais seul. J'avais 40 ans, une fortune considérable, et personne avec qui la partager. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment intensifié mes recherches pour retrouver Célestine. Et vous ne l'avez jamais trouvée? J'ai appris qu'elle vivait à Antibes, qu'elle avait eu une fille prénommée Claire, que Pierre et elle tenaient effectivement un atelier de couture. Mais chaque fois que je me suis rendu là-bas, je n'ai pas eu le courage d'aller sonner à leur porte. Je restais dans ma voiture, garée en face de leur petit atelier, et je la regardais de loin. Vous l'avez vue? Plusieurs fois. En 1983, en 1995, en 2003. La dernière fois, c'était en 2010. Elle avait 67 ans. Elle était encore belle malgré les rides et les cheveux blancs. Elle souriait à ses clientes, elle semblait paisible, heureuse. Marguerite se tut un instant, submergée par l'émotion. Cette dernière fois, en 2010, j'ai failli descendre de ma voiture. J'ai failli pousser la porte de son atelier et me jeter à ses pieds pour lui demander pardon. Mais au dernier moment, j'ai vu que vous étiez là. Moi, vous aviez 15 ans. Vous l'aidiez à l'atelier après vos cours. Vous rangiez les tissus. Vous preniez les mesures des clientes. Et vous portiez déjà le camé de famille. Célestine vous l'avait transmis. Amélie porta instinctivement la main à son cou. Oui, elle me l'a donné pour mes 15 ans. Elle m'a dit que c'était un bijou de famille très ancien et qu'il me protégerait toujours.
Et en vous voyant là, si jeune, si pleine de vie, portant notre camée familial, j'ai réalisé que Célestine avait reconstruit sa propre famille. Une famille qui n'avait pas besoin de moi. Alors je suis reparti sans rien dire. Mais pourquoi ne pas avoir essayé après la mort de grand-mère? Vous auriez pu me contacter directement. Je l'ai fait, avoua Marguerite. J'ai assisté à ses obsèques. Amélie sursauta. Vous étiez aux obsèques de grand-mère, mais je ne vous ai pas vu. J'étais au fond de l'église, caché derrière un pilier. J'ai vu votre chagrin, Amélie. J'ai vu à quel point vous l'aimiez. Et j'ai compris que débarquer dans votre vie à ce moment-là, alors que vous pleuriez la seule famille qui vous restait, aurait été d'un égoïsme monstrueux. Elle s'arrêta, cherchant ses mots. Alors j'ai attendu. J'ai fait enquêter discrètement sur votre vie. J'ai appris que vous étudiez brillamment, que vous travaillez dur, que vous êtes une jeune femme remarquable. Et j'ai espéré qu'un jour, le hasard nous réunirait. Le hasard? Amélie fronça les sourcils. Vous voulez dire que notre rencontre aujourd'hui... Oh non, dit rapidement Marguerite. Je viens dans ce café depuis 3 mois, en espérant vous y croiser. Monsieur Rousseau ne savait pas qui j'étais vraiment. Je me présentais simplement comme une vieille dame qui aimait l'atmosphère de Montmartre. Je venais chaque mercredi et chaque samedi, aux heures où je savais que vous travailliez. Vous m'espionniez? La colère remonta dans la voix d'Amélie. Je cherchais le courage de vous aborder, corrigea Marguerite. Et aujourd'hui, quand j'ai vu la fatigue sur votre visage, quand j'ai compris à quel point vous vous battez seul pour réaliser vos rêves, exactement comme Célestine s'était battue autrefois, j'ai su que je ne pouvais plus attendre. Elle se pencha vers Amélie, ses yeux bleus brillant d'une détermination soudaine. Écoutez-moi bien, mon enfant. Je ne cherche pas à acheter votre affection. Je ne cherche pas non plus à bouleverser votre vie contre votre volonté. Mais vous êtes la seule famille qui me reste sur cette terre, et je refuse de mourir en laissant les erreurs du passé se perpétuer. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Marguerite sortit de son sac à main une enveloppe scellée. D'abord, ceci. C'est une lettre que j'ai écrite pour Célestine il y a 20 ans, mais que je n'ai jamais eu le courage de lui envoyer. Je voudrais que vous la lisiez. Elle explique beaucoup de choses sur notre dispute, sur mes regrets, sur l'amour que j'ai toujours eu pour votre grand-mère malgré nos différends. Amélie prit l'enveloppe avec hésitation. Elle était scellée d'un cachet de cire rouge aux armes de la famille Dubois. « Et ensuite ?» demanda-t-elle. « Ensuite, j'aimerais que vous me laissiez vous aider avec vos études, pas comme une bienfaitrice charitable, mais comme une famille. Comme j'aurais aidé Célestine, si j'avais eu la sagesse de dépasser mes préjugés. De quelle manière? Permettez-moi de payer vos frais d'université et votre loyer. Ainsi, vous pourrez vous concentrer entièrement sur vos études et votre écriture, sans avoir à travailler dans ce café jusqu'à l'épuisement. » Amélie secoua la tête énergiquement. « Non, hors de question, je ne veux dépendre de personne. »« Comme Célestine, » murmura Marguerite avec un sourire triste. « Exactement comme Célestine. » Elle aussi refusait toute aide, même quand elle en avait désespérément besoin. Elle se pencha de nouveau vers sa petite nièce. « Amélie, laissez-moi vous poser une question. Si vous aviez une sœur qui se débattait financièrement pour réaliser ses rêves, l'aideriez-vous? Bien sûr, mais... Et si cette sœur refusait votre aide par orgueil, que feriez-vous? » Amélie réfléchit un instant. « J'insisterai. Je ferai tout pour la convaincre que c'est normal entre sœurs de s'entraider. » Exactement. Alors considérez que nous sommes sœurs, Amélie. Sœurs par le sang, sœurs par cette histoire familiale qui nous lie malgré les années perdues. Marguerite ouvrit son sac et en sortit un portefeuille en cuir noir d'où elle tira une vieille photographie en noir et blanc. « Regardez, » dit-elle en la tendant à Amélie. Sur la photo, 2 jeunes femmes souriaient à l'objectif, leurs bras entrelacés. Elles se ressemblaient beaucoup. Mêmes yeux bleus, même port de tête altier, même sourire lumineux. L'une d'elles portait le camée familial. « C'est nous en 1961, » expliqua Marguerite. « Quelques mois avant notre dispute, nous étions inséparables à cette époque. » Amélie étudia la photographie avec attention. La ressemblance entre la plus jeune des 2 femmes et sa grand-mère était frappante, et elle remarqua autre chose. Elle-même ressemblait énormément à ces 2 femmes. Les mêmes yeux, la même forme de visage, la même expression déterminée. Nous avions l'habitude de dire que nous étions comme les 2 faces d'une même pièce, continua Marguerite. Moi, la face sérieuse et responsable. Elle, la face joyeuse et insouciante. Ensemble, nous formions un tout parfait. Qu'est-ce qui a vraiment déclenché votre dispute? Demanda Amélie. Au-delà de l'histoire avec Pierre, je veux dire. Marguerite hésita, puis décida que la vérité complète était nécessaire. Notre père avait légué l'entreprise de façon égale entre nous 2.
50% chacune. Mais il avait stipulé dans son testament que seule celle d'entre nous qui se marierait convenablement, ses propres mots, pourrait prendre la direction effective de l'entreprise. C'est-à-dire épouser un homme capable d'apporter des capitaux ou des connexions utiles aux affaires familiales. Une alliance stratégique, en somme. Amélie fronça les sourcils. Mais c'est révoltant. Vous étiez toutes les deux capables de diriger l'entreprise sans avoir besoin d'un homme. Exactement ce que pensait Célestine. Et au fond de moi, je le pensais aussi. Mais j'étais l'aîné. J'avais été formé depuis l'enfance à respecter les volontés paternelles, même les plus discutables. Et Célestine a toujours été rebelle. Elle disait que notre père avait tort, que son testament était le produit d'une époque révolue. Elle voulait que nous nous associons, Pierre et elle d'un côté, Édouard et moi de l'autre pour diriger l'entreprise à 4. Ça ne vous tentait pas? Si, énormément. Mais j'avais peur des conséquences légales. Et puis, Marguerite rougit légèrement. Et puis j'étais jalouse de son bonheur avec Pierre. Mon fiancé Édouard était parfait sur le papier, mais il n'y avait aucune passion entre nous. Voir Célestine si épanouie avec son mécanicien me renvoyait à ma propre médiocrité sentimentale. Amélie commençait à comprendre la complexité de cette histoire familiale. Ce n'était pas seulement une question de classe sociale ou de convention, c'était une tragédie humaine née de la peur, de la jalousie et des non-dits. Le soir de notre dispute, reprit Marguerite, Célestine m'a proposé un marché. Elle renoncerait à ses parts dans l'entreprise si j'acceptais de la laisser épouser Pierre et garder le camé. Elle était prête à tout abandonner pour l'homme qu'elle aimait. Et vous avez refusé? J'ai paniqué. L'idée qu'elle puisse renoncer à son héritage me terrifiait. C'était avouer que notre père avait eu tort, que ses conditions étaient injustes. Et puis, égoïstement, je ne supportais pas l'idée qu'elle puisse être heureuse sans la fortune familiale, alors que moi, avec tout cet argent, j'étais misérable. Marguerite se leva et alla regarder par la fenêtre les lumières de Montmartre qui s'allumaient une à une. Alors j'ai dit non, j'ai été inflexible, et Célestine est partie cette nuit-là en emportant seulement le camé et une petite valise de vêtements. Et vous ne l'avez plus jamais revue? Jamais. Mais j'ai continué à me renseigner sur elle, discrètement. J'ai appris qu'elle avait épousé Pierre 3 mois plus tard dans une petite église d'Antibes, qu'ils avaient eu votre mère l'année suivante, qu'ils étaient heureux malgré leurs difficultés financières. Marguerite se retourna vers Amélie et celle-ci fut surprise de voir une détermination nouvelle dans son regard. Amélie, votre grand-mère avait raison, et j'avais tort. Elle a choisi l'amour plutôt que l'argent, et elle a été heureuse. Moi, j'ai choisi l'argent plutôt que l'amour, et j'ai été malheureuse. Mais vous avez réussi professionnellement? Oh oui, j'ai fait prospérer l'Empire du Bois au-delà de tous les rêves de notre père. Nous sommes passés du textile à l'immobilier, puis aux nouvelles technologies. J'ai des parts dans les plus grandes entreprises françaises, des propriétés sur tous les continents, des œuvres d'art qui valent des millions. Elle eut un rire amer. Et pourtant, je donnerais tout cela pour pouvoir revenir en arrière et présenter mes excuses à Célestine. Amélie resta silencieuse un long moment, tournant et retournant la photographie entre ses mains. « Madame Dubois, dit-elle finalement, je comprends vos regrets, et je comprends que vous vouliez vous racheter. Mais ma grand-mère est morte. Vous ne pouvez plus rien réparer avec elle. »« C'est vrai, » admit Marguerite, « mais je peux peut-être réparer les choses avec vous. » »« Comment ça ? » ?»« En vous offrant ce que j'aurais dû offrir à Célestine, le respect de vos choix, le soutien de votre famille et les moyens de réaliser vos rêves. » Marguerite revint s'asseoir et sortit de son sac une pochette en velours bleu. « Il y a autre chose que je veux vous montrer. » Elle ouvrit délicatement la pochette et en sortit un second camé, quasiment identique à celui qu'Amélie portait au cou. « Notre arrière-grand-mère Isabelle avait fait faire 2 camés identiques, » expliqua-t-elle. « Un pour chacune de ses petites filles. Célestine a emporté le sien et moi j'ai gardé le mien. Pendant 63 ans, j'ai porté ce bijou en pensant à elle chaque jour. » Amélie contempla les 2 camés, si semblables qu'ils auraient pu être jumeaux. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans cette image. 2 sœurs séparées par l'orgueil, chacune portant la moitié d'un héritage familial brisé. « Qu'attendez-vous de moi exactement ?» demanda-t-elle d'une voix plus douce. « Laissez-moi faire partie de votre vie, » dit Marguerite avec simplicité. « Pas comme une bienfaitrice, pas comme une étrangère riche qui a pitié de vous, mais comme votre grand-tante qui vous aime déjà et qui veut réparer les erreurs du passé. Et concrètement, venez dîner chez moi demain soir. Laissez-moi vous montrer la maison où votre grand-mère a grandi,
les photos de notre enfance ensemble, les affaires qu'elle a laissées quand elle est partie et que j'ai précieusement conservées. » Amélie hésitait. Une partie d'elle était curieuse de découvrir cette partie inconnue de l'histoire de sa grand-mère. Mais une autre partie se méfiait encore de cette femme et de ses motivations. « Et si je refuse votre aide financière ? » « Alors je la respecterai votre décision, » dit Marguerite. « Mais au moins, nous aurons fait connaissance. Au moins, vous saurez que vous n'êtes pas seul au monde. » Ces derniers mots touchèrent Amélie plus qu'elle ne voulut l'admettre. Depuis la mort de sa grand-mère, elle se sentait effectivement très seule. Ses amis de l'université étaient gentils, mais ils ne comprenaient pas vraiment ses difficultés financières. La plupart venaient de familles aisées et n'avaient jamais eu à travailler pour payer leurs études. « Une seule soirée ?» demanda-t-elle. « Une seule soirée. Et si après cela vous préférez que nous ne nous revoyions plus, je respecterai votre choix. » Amélie regarda de nouveau la photographie des deux sœurs souriantes. Il y avait tant de bonheur sur leur visage, tant de complicité. Qu'est-ce qui avait pu détruire un lien si fort? « D'accord, » dit-elle finalement. « Mais je vous préviens, je ne changerai pas d'avis concernant votre argent. Je tiens à mon indépendance. » « Je n'en attendais pas moins d'une descendante des Dubois, » sourit Marguerite. Elle griffonna une adresse sur un morceau de papier. « Demain, 19 h. C'est dans le 16e arrondissement, près du Trocadéro. Si vous changez d'avis, n'hésitez pas à me faire faux bon. Je comprendrai parfaitement. » Amélie prit le papier et lut l'adresse. Avenue Foch, l'une des avenues les plus prestigieuses de Paris. « Vous habitez avenue Foch ? L'hôtel particulier familial. Celui où votre grand-mère a grandi. Celui qu'elle a quitté un soir de décembre 1962 pour ne plus jamais y remettre les pieds. » En entendant ces mots, Amélie sentit un frisson la parcourir. Demain soir, elle allait pénétrer dans la maison de son enfance de sa grand-mère, découvrir les lieux où Célestine avait vécu ses premiers amours et ses premiers rêves. « Je serai là, » dit-elle d'une voix ferme. Marguerite se leva, prit son sac à main et déposa sur la table un billet de 50 € pour régler son thé et laisser un généreux pourboire. « À demain, ma chère Amélie. » Elle se dirigea vers la sortie, puis se retourna une dernière fois. « Et Amélie, lisez la lettre ce soir. Elle répondra à beaucoup de vos questions. » Puis elle disparut dans la nuit montmartroise, laissant derrière elle un parfum de jasmin et 1000 questions dans l'esprit d'Amélie. La jeune femme resta seule dans le café, maintenant silencieux, fixant l'enveloppe scellée comme si elle contenait tous les secrets du monde. D'une certaine façon, c'était peut-être le cas. Elle rentra chez elle dans son petit studio du quartier latin d'un pas mécanique, l'esprit en ébullition. La rencontre avec Marguerite avait bouleversé tous ses repères. Cette femme qui prétendait être sa grand-tante, cette histoire de famille brisée, ce camé qui prenait soudain une dimension qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Son studio était spartiate, un lit, une place, un bureau encombré de livres et de manuscrits, une kitchenette minuscule, et au mur quelques photos de sa grand-mère et de ses parents. Amélie s'assit sur son lit et contempla la lettre. Le cachet de cire rouge semblait la défier, comme s'il gardait jalousement les secrets qu'il protégeait depuis 20 ans. Elle l'ouvrit d'une main tremblante. L'écriture était élégante, tracée à l'encre bleue sur du papier à en-tête, gravé aux armes des Dubois. La lettre était datée du 15 décembre 1985, exactement 23 ans après la dispute. « Ma très chère Célestine, si tu lis ces lignes, c'est qu'enfin j'ai trouvé le courage de te les envoyer. 23 ans ont passé depuis notre dernière conversation. 23 années, pendant lesquelles pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à toi, sans que je regrette mes paroles et mon aveuglement. Je sais maintenant que j'avais tort sur toute la ligne. Tu avais raison de choisir l'amour plutôt que les conventions sociales. Tu avais raison de vouloir vivre ta propre vie plutôt que celle que notre milieu t'imposait. Et surtout, tu avais raison de me dire que l'argent ne fait pas le bonheur. J'ai épousé Édouard comme prévu. J'ai dirigé notre entreprise. J'ai multiplié la fortune familiale. Mais qu'est-ce que tout cela m'a apporté? Une vie vide, un mariage froid, des nuits d'insomnie à regretter la sœur que j'avais perdue par orgueil. Mes espions m'ont appris que tu es heureuse avec Pierre, que vous avez une petite fille prénommée Claire. J'ai pleuré en apprenant cette naissance, ma chère sœur. Pleuré de joie pour ton bonheur, mais aussi de tristesse de ne pas pouvoir connaître ma nièce. Je voudrais tant pouvoir revenir en arrière, te serrer dans mes bras, te présenter mes excuses, te dire que tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue, que ton choix d'épouser Pierre par amour était le plus beau geste de liberté qu'il m'ait été donné de voir. Mais je suis lâche, Célestine. Trop lâche pour t'écrire vraiment,
trop lâche pour venir sonner à ta porte. Comment pourrais-je me présenter devant toi après tant d'années de silence? Comment pourrais-je expliquer que la sœur qui t'a rejeté est devenue une femme seule et amère? Je garde cette lettre dans l'espoir qu'un jour, peut-être, j'aurai le courage de te la faire parvenir. En attendant, sache que tu me manques chaque jour, que je regrette chaque seconde de notre séparation. Ton camé, celui que tu as emporté, était un symbole de notre unité familiale. En le prenant, tu as emmené avec toi une partie de mon âme. Si tu peux me pardonner un jour, je serai la plus heureuse des femmes. Ta sœur qui t'aime, Marguerite. Amélie termina la lecture, les larmes aux yeux. Cette lettre révélait une femme très différente de celle qu'elle avait imaginée. Pas la mégère hautaine qu'elle avait d'abord cru voir, mais une femme brisée par ses propres choix, rongée par les regrets et la solitude. Elle regarda la photographie des deux sœurs, puis son reflet dans le petit miroir accroché au mur. La ressemblance était troublante, comme si elle était la synthèse de ces deux femmes, l'héritière de leurs forces communes, mais aussi de leurs blessures. Le téléphone sonna, l'attirant de ses réflexions. C'était son amie Lucie de l'université. « Amélie, tu viens à la fête de Nathan ce soir? Il y aura tout le monde de notre promo ?»« Non, je ne peux pas, » répondit Amélie distraitement. « J'ai quelque chose d'important à faire. Encore du travail. Tu te tues à la tâche, ma pauvre. Il faut que tu apprennes à profiter de la vie. C'est plus compliqué que ça, Lucie. Tu as des problèmes d'argent? Tu sais que mes parents peuvent te prêter. »« Non, coupa Amélie. Merci, mais ça va, à demain en cours. » Elle raccrocha et retourna s'allonger sur son lit, la lettre contre sa poitrine. Demain soir, elle allait pénétrer dans un monde qu'elle n'avait jamais connu, découvrir ses racines familiales, comprendre enfin d'où venait ce camé qu'elle portait depuis des années sans en connaître la véritable histoire. Mais elle était déterminée à ne pas se laisser acheter par la fortune des Dubois. Elle avait sa fierté, son indépendance, ses propres rêves à réaliser. Si Marguerite pensait pouvoir la corrompre avec ses millions, elle se trompait lourdement. Pourtant, une petite voix dans sa tête lui chuchotait que les choses n'étaient peut-être pas si simples. Cette femme n'avait pas l'air d'une manipulatrice. Elle semblait sincèrement rongée par les regrets, sincèrement désireuse de réparer les erreurs du passé. Amélie s'endormit cette nuit-là en serrant le camé dans sa main, rêvant de deux sœurs qui dansaient ensemble dans un grand salon, insouciantes et heureuses, ignorant encore que leur amour allait se briser sur les écueils de l'orgueil et des conventions sociales. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une résolution nouvelle. Elle irait à ce dîner, elle écouterait ce que Marguerite avait à lui dire, mais elle garderait ses distances. Elle découvrirait l'histoire de sa famille, mais elle ne se laisserait pas corrompre par l'argent des Dubois. Ses cours à la Sorbonne lui parurent interminables. En cours de littérature du XVIIe siècle, elle ne pouvait s'empêcher de penser au camé du XVIIIe qui symbolisait l'histoire de sa famille. Pendant le séminaire sur Balzac, elle songeait aux romans familiaux réels qui dépassent parfois la fiction en complexité et en émotion. L'après-midi, elle retourna au café Les Roses de Montmartre pour son service habituel. Monsieur Rousseau la regardait bizarrement depuis la veille, comme s'il se doutait de quelque chose. « Amélie, lui dit-il pendant une pause, la dame d'hier, Madame Dubois, vous la connaissiez? Pourquoi cette question? Elle vient ici depuis 3 mois, et c'est la première fois que je la vois manifester la moindre émotion. D'habitude, elle reste dans son coin, très digne, très discrète. Hier, elle pleurait. C'est compliqué, monsieur Rousseau. » Le propriétaire du café hocha la tête avec compréhension. « Les histoires de famille le sont souvent, ma petite. Faites attention à vous, c'est tout ce que je vous demande. Cette dame a l'air d'avoir beaucoup d'argent, et l'argent change parfois les gens. Ne vous inquiétez pas, dit Amélie, je sais me défendre. » Mais en prononçant ces mots, elle n'était pas sûre d'être totalement convaincue. À 18h, elle termina son service et rentra chez elle pour se préparer. Que porte-t-on pour dîner dans un hôtel particulier de l'avenue Foch quand on n'a qu'une garde-robe d'étudiante? Elle opta finalement pour sa seule robe convenable, une petite robe noire simple qu'elle avait achetée d'occasion pour les soutenances de fin d'année. Elle attacha ses cheveux en chignon, appliqua un peu de rouge à lèvres et, bien sûr, elle mit le camé de sa grand-mère. En sortant du métro à la station Trocadéro, Amélie fut immédiatement impressionnée par la grandeur du quartier. Les avenues étaient larges, bordées d'arbres majestueux et d'immeubles haussmanniens aux façades impeccables. C'était un monde à des années-lumière de son petit studio du quartier latin. L'avenue Foch était encore plus impressionnante. Amélie remonta lentement l'avenue, vérifiant les numéros, jusqu'à s'arrêter devant une grille imposante qui protégeait un hôtel particulier du XIXe siècle.
La façade en pierre blonde était magnifiquement entretenue, avec des fenêtres à balcons en fer forgé et un toit d'ardoise qui se découpait élégamment contre le ciel parisien. Une plaque discrète près de la grille indiquait « Hôtel Dubois, 1847 ». Amélie appuya sur la sonnette, le cœur battant. Quelques secondes plus tard, un homme d'une soixantaine d'années en costume sombre ouvrit la grille. « Mademoiselle Moreau, je présume. Madame la comtesse vous attend. Je suis François, le majordome. » Un majordome. Amélie n'avait jamais rencontré de majordome de sa vie. Elle suivit François à travers un petit jardin impeccablement entretenu, puis gravit les marches du perron en marbre blanc. Les portes d'entrée étaient monumentales, en chêne massif orné de bronze doré. François les ouvrit avec cérémonie, révélant un hall d'entrée à couper le souffle. Le sol était couvert d'un parquet en marqueterie qui devait dater de la construction de l'hôtel particulier. Un escalier monumental en marbre rose s'élançait vers les étages, sa rampe en fer forgé ouvragé dessinant des arabesques d'une finesse extraordinaire. Des tableaux de maître ornaient les murs lambrisés, et un lustre en cristal de baccarat diffusait une lumière dorée sur l'ensemble. « Madame vous attend au salon bleu », dit François en la guidant à travers un couloir orné de tapisseries d'Aubusson. Amélie avançait, comme dans un rêve. Elle avait visité des musées, bien sûr, mais se retrouver dans une demeure privée d'un tel raffinement la laissait sans voix. Chaque objet semblait avoir une histoire. Chaque meuble témoignait d'un art de vivre qu'elle ne connaissait que par les livres. François ouvrit une double porte en acajou, dévoilant un salon aux dimensions princières. Les murs étaient tendus de soie bleue, d'où le nom de la pièce, et meublés d'antiquité du XVIIIe siècle. Une cheminée monumentale en marbre blanc dominait la pièce, surmontée d'un portrait de femme en robe d'époque. Marguerite était assise dans un bergère près de la fenêtre, vêtue d'un élégant ensemble en cachemire gris-perle. En voyant entrer Amélie, elle se leva avec un sourire qui illumina tout son visage. « Ma chère Amélie, vous êtes venue, j'en suis si heureuse. » Elle s'approcha et spontanément embrassa sa petite nièce sur les deux joues. Ce geste simple émut Amélie plus qu'elle ne l'avait prévu. « Cette maison est magnifique, » dit-elle, cherchant ses mots. « Elle est surtout chargée d'histoire, » répondit Marguerite. « C'est ici que votre grand-mère et moi avons grandi. Venez, laissez-moi vous montrer. » Elle la guida vers le portrait au-dessus de la cheminée. « Voici notre arrière-grand-mère, Isabelle Dubois, celle qui a fait faire nos camées. Ce portrait a été peint en 1870, juste avant la guerre franco-prussienne. » Amélie leva les yeux vers le tableau et eut un choc. La femme représentée lui ressemblait de façon saisissante. Mêmes yeux bleus, même port de tête, même expression déterminée. Et au cou, elle portait un camée identique à celui d'Amélie. « C'est troublant, » murmura la jeune femme. « N'est-ce pas? Célestine lui ressemblait déjà beaucoup, mais vous êtes son portrait craché, comme si le temps n'avait pas passé. » Marguerite l'amena ensuite vers une vitrine en marqueterie qui contenait divers objets anciens. « Regardez ceci, » dit-elle, en sortant délicatement un coffret en écaille. « Ce sont les bijoux de famille. Certains datent du XVIIe siècle. » Elle ouvrit le coffret, révélant un écrin de velours rouge dans lequel reposaient colliers, broches, bagues et bracelets d'une beauté à couper le souffle. Perles, diamants, émeraudes, saphirs. Un trésor digne d'un musée. « Tout cela appartenait aux femmes de notre famille, » expliqua Marguerite. « Ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, et tout cela aurait dû revenir à Célestine autant qu'à moi. »« C'est magnifique, » dit Amélie, mais elle recula instinctivement. « Mais je ne comprends pas pourquoi vous me montrez cela. Parce que c'est votre héritage aussi, ma chère enfant. Vous êtes une Dubois, que vous le vouliez ou non. » François apparut discrètement sur le seuil. « Madame la comtesse, le dîner est servi. »« Merci, François, nous arrivons. » Marguerite referma le coffret et tendit son bras à Amélie. « Venez, j'ai hâte de vous montrer la salle à manger. C'était la pièce préférée de Célestine quand nous étions enfants. » Elles traversèrent le couloir jusqu'à une vaste salle à manger aux boiseries dorées. Une table en acajou pouvait facilement accueillir 20 convives, mais elle était dressée ce soir pour seulement 2 personnes, à une extrémité, créant une atmosphère plus intime. La vaisselle était en porcelaine de Sèvres, l'argenterie ancienne brillait sous les chandelles, et des bouquets de roses blanches embaumèrent la pièce. « Pourquoi Célestine aimait-elle cette pièce ?» demanda Amélie, en prenant place. « À cause de la lumière », expliqua Marguerite en désignant les hautes fenêtres qui donnaient sur le jardin. Le matin, le soleil inondait cette pièce, et Célestine venait y prendre son petit déjeuner en lisant ses livres de poésie.
Elle rêvait devant ses fenêtres, imaginait les pays qu'elle visiterait, les aventures qu'elle vivrait. Un domestique servit un potage au potimarron d'une finesse exquise, suivi d'un turbot aux petits légumes. Amélie, qui avait l'habitude des repas sommaires pris debout dans sa kitchenette, était intimidée par tant de raffinement. « Parlez-moi de vous, Amélie », dit Marguerite en dégustant son vin. « De vos études, de vos projets, de vos rêves. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'étudie la littérature française, j'espère décrocher mon master l'année prochaine, et ensuite, on verra. Et l'écriture? Vous m'avez dit hier que vous vouliez devenir écrivain. » Le visage d'Amélie s'éclaira immédiatement. « C'est mon rêve le plus cher. J'écris depuis que je suis toute petite, des nouvelles, des poèmes, et maintenant j'ai commencé un roman. De quoi parle-t-il? C'est l'histoire d'une jeune femme qui découvre un secret de famille en héritant d'un bijou ancien, dit Amélie. Puis elle rougit en réalisant la coïncidence. J'avais commencé à l'écrire avant de vous rencontrer. Marguerite sourit. Comme c'est étrange. Le destin a parfois un sens de l'humour particulier. Avez-vous apporté quelques pages? J'aimerais beaucoup vous lire. Oh non, dit rapidement Amélie. C'est encore très imparfait et puis, je ne fais jamais lire mes textes avant qu'ils soient terminés. Comme Célestine. Elle écrivait aussi, vous savez, des poèmes principalement. Elle en avait rempli plusieurs carnets. Vraiment? Je ne savais pas. Elle ne vous en a jamais parlé. Grand-mère était assez discrète sur son passé d'avant-grand-père Pierre. Je sais maintenant pourquoi. Marguerite hocha tristement la tête. Après le plat principal, un gibier accompagné d'une sauce aux érelles, François servit un dessert somptueux, un soufflé au grand marnier qui fondait littéralement dans la bouche. « Amélie, » dit Marguerite en reposant sa cuillère, « j'aimerais vous montrer quelque chose d'important. » Elle se leva et la guida vers une petite porte dissimulée dans les boiseries. Ceci était le bureau de notre père. Depuis sa mort, je n'y ai pratiquement rien changé. La pièce était plus modeste que les autres salons, mais d'une élégance sobre. Des rayonnages couvraient les murs du sol au plafond, remplis de livres reliés en cuir. Un bureau en merisier trônait devant la fenêtre, et sur les murs, des photographies de famille en noir et blanc témoignaient de plusieurs générations de Dubois. « Regardez », dit Marguerite, en désignant une photo encadrée sur le bureau. Amélie s'approcha et découvrit une photographie de deux fillettes d'environ 8 et 5 ans, en robe blanche, qui jouaient dans le jardin de l'hôtel particulier. Elles se ressemblaient comme deux gouttes d'eau et souriaient avec une innocence touchante. « Célestine et moi, » expliqua Marguerite. « Cette photo a été prise en 1948. Nous étions inséparables à cette époque. » Elle ouvrit un tiroir du bureau et en sortit un album photo relié de cuir rouge. Toute notre enfance est là-dedans. Je l'ai feuilleté 1000 fois ces 60 dernières années, en me demandant comment deux petites filles si proches avaient pu devenir des étrangères. Amélie prit l'album et commença à le feuilleter. Page après page, elle découvrait l'enfance de sa grand-mère. Célestine à 3 ans sur un cheval à bascule, à 6 ans déguisée en princesse pour un carnaval, à 10 ans posant fièrement devant un gâteau d'anniversaire. Et toujours, Marguerite à ses côtés, protectrice et bienveillante. « Vous étiez vraiment très proches, » murmura Amélie. « Plus que des sœurs. Nous étions complices, confidentes, meilleures amies. Célestine était ma petite sœur chérie, et j'étais son modèle, celle qu'elle admirait et voulait imiter. » Marguerite tourna quelques pages et désigna une photo de 1958. « Regardez celle-ci. Célestine avait 15 ans. C'est l'année où elle a commencé à vraiment s'intéresser à la danse. Sur la photo, Célestine posait dans une robe de bal, radieuse, ses cheveux coiffés en chignon sophistiqué. Elle portait déjà le camé familial et son sourire illuminait toute la photo. « Elle était si belle, » dit Amélie avec émotion, « et si pleine de vie. Elle transformait tout ce qu'elle touchait. Cette maison était bien plus joyeuse quand elle y vivait. » Marguerite referma l'album et le remit dans le tiroir. « Amélie, il faut que vous compreniez une chose. Cette maison, cette fortune, tous ces objets, ils n'ont aucun sens sans quelqu'un pour les faire vivre. J'ai passé 60 ans seul dans ces pièces magnifiques, entouré de trésors qui ne m'apportaient aucun bonheur. Où voulez-vous en venir? Je veux que vous acceptiez d'être mon héritière, pas seulement financièrement mais spirituellement. Je veux que vous repreniez le flambeau de notre famille, que vous donniez un nouveau souffle à cet héritage. » Amélie recula, secouant la tête. « Non, Madame Dubois. Je vous l'ai dit, je ne veux pas de votre argent. »« Ce n'est pas une question d'argent, » s'exclama Marguerite avec passion. « C'est une question de famille, de transmission, de sens. Vous croyez que je serais heureuse de léguer tout cela à des institutions impersonnelles ?» Elle s'approcha d'Amélie et lui prit les mains. «
Vous avez le talent de Célestine, sa sensibilité artistique, son intelligence. Avec les moyens de la famille Dubois, vous pourriez révolutionner le monde littéraire, créer une fondation pour aider les jeunes écrivains, publier vos œuvres sans vous soucier des contraintes commerciales. « Stop !» dit Amélie en dégageant ses mains. « Vous ne comprenez pas. Je ne veux pas de votre argent parce que je veux réussir par moi-même. Je veux que mes livres soient publiés parce qu'ils sont bons, pas parce que j'ai une fortune derrière moi. Mais vous pourriez avoir les deux, le talent et les moyens de l'exprimer librement. »« Non !» dit fermement Amélie. « Ma grand-mère a fait son choix. Elle a préféré l'amour et l'authenticité à l'argent et aux privilèges. Je fais le même choix qu'elle. » Marguerite la regarda avec une expression de déception profonde, mais aussi d'admiration. « Vous êtes exactement comme elle, murmura-t-elle. Exactement aussi têtue et aussi noble. » Amélie se dirigea vers la porte. « Merci pour ce dîner, Madame Dubois, et merci de m'avoir fait découvrir l'histoire de ma famille. Mais notre conversation s'arrête là. »« Attendez, » dit Marguerite en la rattrapant. « Au moins, laissez-moi vous donner quelque chose qui appartenait à Célestine. » Elle ouvrit un autre tiroir et en sortit un petit carnet relié de cuir bleu. Ses poèmes. Elle l'avait oublié ici le soir où elle est partie. Je l'ai gardé précieusement pendant 63 ans. Amélie hésita. Ce carnet représentait un lien concret avec sa grand-mère, un trésor littéraire qu'elle n'avait jamais soupçonné. « Je peux le prendre. Il est à vous de droit. Vous êtes la seule personne au monde qui puisse vraiment comprendre ces textes. » Amélie prit le carnet avec précaution, comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. « Merci, » dit-elle simplement. « Amélie, » dit Marguerite alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, « promettez-moi au moins une chose. »« Quoi ? Revenez me voir de temps en temps. Pas pour parler d'argent, pas pour que j'essaie de vous convaincre. Juste pour que nous apprenions à nous connaître. Vous êtes la seule famille qui me reste. » Amélie s'arrêta sur le perron, le carnet serré contre sa poitrine. Cette femme avait beau être millionnaire, elle était aussi une vieille dame seule qui portait le poids de 63 ans de regrets. « D'accord, » dit-elle finalement, « je reviendrai. Mais en tant qu'Amélie Moreau, pas en tant qu'héritière des Dubois. »« C'est tout ce que je demande, » dit Marguerite avec un sourire ému. François raccompagna Amélie jusqu'à la grille. En se retournant une dernière fois, elle vit Marguerite debout sur le perron, silhouette élégante et solitaire, dans la lumière dorée des lanternes. Dans le métro qui la ramenait vers le quartier latin, Amélie ouvrit délicatement le carnet de sa grand-mère. La première page portait une dédicace écrite à l'encre violette. « À mes rêves d'évasion et de liberté. Célestine, 1962. » Amélie commença à lire le premier poème. « Danser sur les toits de Paris, courir vers des horizons inconnus, aimer sans craindre le qu'en dira-t-on, vivre enfin sa propre vie. Ô liberté, toi que je chéris, quand viendras-tu me délivrer de ces chaînes dorées qui m'entravent, de ces conventions qui m'étouffent? Un jour, je briserai mes liens. Un jour, j'écouterai mon cœur. Un jour, je danserai pour de vrai, sur la musique de mon bonheur. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amélie. Ce poème, écrit quelques mois avant la grande dispute, témoignait déjà de la rébellion qui couvait chez Célestine. Sa grand-mère avait effectivement brisé ses chaînes dorées. Elle avait choisi l'amour et la liberté. Mais en lisant ces vers, Amélie comprenait aussi que Célestine avait payé ce choix très cher. Entre les lignes, on sentait la douleur de quitter sa famille, l'angoisse de l'inconnu, la peur de ne plus jamais revoir sa sœur bien-aimée. De retour dans son studio, Amélie resta éveillée jusqu'à l'aube à lire et relire le carnet. Les poèmes de Célestine révélaient une femme sensible, cultivée, éprise de liberté mais aussi profondément attachée à sa famille. Beaucoup de textes évoquaient Marguerite avec tendresse, regret et nostalgie. Un poème en particulier la bouleversa. « Ma sœur, mon autre moi, toi qui partages mes secrets, toi qui comprends mes silences, que deviendrons-nous si l'amour nous sépare? Car j'aime, ma chère Marguerite, j'aime un homme simple et bon, qui n'a ni titre ni fortune, mais qui fait chanter mon cœur. Accepteras-tu ce choix? Pardonneras-tu à ta petite sœur de préférer l'amour vrai aux alliances de convenance? Je tremble de te décevoir, mais je ne peux renier mon cœur. Si tu me rejettes pour cela, je partirai la mort dans l'âme. » Ce poème était daté de novembre 1962, soit un mois avant la dispute fatale. Célestine avait donc prévu la réaction de sa sœur. Elle avait pressenti que son choix causerait leur séparation. Mais elle était allée au bout de ses convictions. Amélie referma le carnet, profondément émue. Cette lecture changeait sa perception des événements. Célestine n'était pas partie sur un coup de colère. Elle avait mûrement réfléchi sa décision,
pesé les conséquences et choisi l'amour en connaissance de cause. Mais elle avait aussi souffert de cette rupture familiale. D'autres poèmes, écrits après son départ, témoignaient de sa nostalgie pour sa sœur et sa maison d'enfance. Le lendemain, Amélie ne put se concentrer sur ses cours. L'histoire de sa famille la hantait, et elle ne cessait de repenser à Marguerite, seule dans son hôtel particulier somptueux mais vide d'affection. En fin de journée, au café Les Roses de Montmartre, M. Rousseau la prit à part. « Amélie, vous avez l'air préoccupée depuis 2 jours. Cette histoire avec Madame Dubois vous tracasse ?»« Un peu, admit-elle. C'est compliqué. Vous savez, j'ai fait quelques recherches sur Internet hier soir. Marguerite Dubois est une femme remarquable. Elle a créé des centaines d'emplois, financé de nombreuses œuvres caritatives, révolutionné l'industrie textile française. Je sais qu'elle a réussi professionnellement. Mais savez-vous qu'elle n'a jamais eu de scandale, qu'elle est réputée pour son intégrité et sa générosité? Dans le milieu des affaires parisiens, on la respecte énormément. » Amélie le regarda avec surprise. « Pourquoi me dites-vous cela? Parce que j'ai l'impression que vous la jugez peut-être trop sévèrement. Cette dame a l'air d'avoir vécu avec beaucoup de regrets. Si elle cherche à se rapprocher de vous, c'est peut-être sincère. » Ces paroles de M. Rousseau résonnèrent dans l'esprit d'Amélie tout au long de la soirée. Et si elle s'était trompée sur Marguerite? Et si cette femme méritait vraiment une seconde chance? Le surlendemain, elle prit une décision. Elle retourna avenue Foch, mais cette fois sans avoir été invitée. François lui ouvrit avec surprise. « Mademoiselle Moreau, Madame la Comtesse ne vous attendait pas, mais elle sera ravie de vous voir. Elle est au petit salon. » Amélie le suivit jusqu'à une pièce plus intime que le salon bleu, meublée avec goût, mais de façon moins solennelle. Marguerite était assise près de la fenêtre, occupée à lire un livre. En voyant entrer Amélie, son visage s'éclaira de bonheur. « Ma chère enfant, quelle merveilleuse surprise! J'ai lu le carnet de grand-mère, » dit Amélie sans préambule. « Ces poèmes m'ont beaucoup touché. N'est-ce pas? Célestine avait un vrai talent d'écriture. Asseyez-vous, racontez-moi ce que vous en avez pensé. » Amélie prit place dans un fauteuil en face de Marguerite. Elle vous aimait beaucoup, vous savez, même après votre dispute. Plusieurs poèmes parlent de vous avec énormément de tendresse et de regret. Des larmes montèrent aux yeux de Marguerite. « Vraiment? Lesquels ?» Amélie ouvrit le carnet et lut quelques passages. À mesure qu'elle lisait, elle voyait Marguerite pleurer silencieusement, submergée par l'émotion de retrouver la voix de sa sœur disparue. « Si j'avais su, » murmura Marguerite, « si j'avais su qu'elle pensait encore à moi avec tendresse, j'aurais trouvé la force de revenir vers elle. »« Madame Dubois, » dit Amélie, « je voudrais vous proposer quelque chose. Je vous écoute. Accepteriez-vous que nous nous voyions régulièrement? Pas comme une bienfaitrice et sa protégée, mais comme une grand-tante et sa petite-nièce. » Le visage de Marguerite s'illumina. « Vous voulez dire, je veux dire que j'aimerais apprendre à vous connaître, que vous me parliez de notre famille, de votre vie, de vos souvenirs avec grand-mère. En échange, je vous parlerai de moi, de mes études, de mes projets d'écriture. »« Oh, Amélie !» Marguerite se leva et vint la serrer dans ses bras. « Vous me rendez si heureuse. C'est exactement ce que j'espérais. Mais, ajouta fermement Amélie, il faut que vous compreniez, je ne changerai pas d'avis concernant l'argent. Je veux garder mon indépendance financière. Je respecte votre décision, dit Marguerite, même si je ne la comprends pas entièrement. Et il faut aussi que vous compreniez que je ne suis pas Célestine. Je suis Amélie Moreau. J'ai ma propre personnalité, mes propres rêves. Bien sûr, je ne voudrais surtout pas que vous changiez. C'est votre authenticité qui me plaît. » Elles passèrent le reste de l'après-midi à discuter. Marguerite raconta d'autres souvenirs d'enfance avec Célestine, montrant à Amélie des photos, des objets, des lettres. Amélie, de son côté, parla de ses études, de ses passions littéraires, de ses projets d'écriture. « Aimeriez-vous voir la chambre de votre grand-mère » demanda soudain Marguerite. « Je l'ai conservée exactement comme elle l'avait laissée. Vous voulez dire que sa chambre n'a pas changé depuis 1962 ? Pas un détail. J'ai fait le ménage régulièrement, mais je n'ai déplacé aucun objet, aucun meuble. » Elles montèrent au premier étage par le grand escalier de marbre. Marguerite s'arrêta devant une porte en chêne sculptée. « Voici, » dit-elle, en ouvrant délicatement. Amélie pénétra dans une chambre de jeune fille des années 1960, figée dans le temps. Le lit à baldaquin était fait avec un couvre-lit en soie rose. La coiffeuse Louis XV portait encore des flacons de parfum et des bijoux fantaisie, et sur le bureau, des livres de poésie étaient ouverts, comme si leur propriétaire venait de les poser. « C'est troublant, »
murmura Amélie. N'est-ce pas? Parfois, j'ai l'impression qu'elle va entrer et me demander de l'aider à choisir sa robe pour le dîner. Amélie s'approcha du bureau et découvrit des photos collées sur un panneau de liège. Célestine avec des amis, Célestine en robe de bal, et surtout, de nombreuses photos des deux sœurs ensemble. « Elle vous adorait », dit-elle à Marguerite. « Et moi aussi, je l'adorais. » C'est bien là le drame de notre histoire. Sur la table de chevet, Amélie remarqua un livre ouvert, « Les fleurs du mal » de Baudelaire. Elle l'ouvrit et découvrit des annotations dans les marges, de la main de Célestine. Elle étudiait Baudelaire? C'était son poète préféré. Elle connaissait par cœur des dizaines de ses poèmes. Amélie lut une annotation que sa grand-mère avait écrite en face du poème « L'invitation au voyage ». Un jour, j'irai voir tous ces ailleurs qui me font rêver. Elle a réalisé son rêve finalement, dit Amélie. Elle est partie, elle a voyagé dans sa propre vie. Vous avez raison, elle a eu le courage que moi je n'ai jamais eu. En redescendant au salon, Marguerite proposa à Amélie de rester dîner. Avec plaisir, mais à une condition. Laissez-moi vous aider en cuisine. Je ne supporte pas d'être servie comme une princesse. Marguerite éclata de rire. François va être scandalisé. Personne n'a jamais mis les pieds dans sa cuisine. Alors il est temps qu'il s'y habitue. Effectivement, François fut d'abord réticent, puis amusé de voir sa patronne éplucher des légumes aux côtés d'une jeune étudiante. Le dîner qu'elles préparèrent ensemble fut simple mais délicieux. Et surtout, il marqua le début d'une vraie complicité entre les deux femmes. Alors, que pensez-vous de cette évolution dans la relation entre Amélie et Marguerite? Commencez-vous à croire à la possibilité d'une réconciliation familiale? Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez face à ces retrouvailles. Au cours des semaines suivantes, Amélie prit l'habitude de rendre visite à Marguerite 2 fois par semaine. Elles se retrouvèrent généralement le mercredi après-midi et le dimanche soir, moments qui devinrent rapidement précieux pour toutes les deux. Marguerite découvrait avec émerveillement la personnalité de sa petite nièce. Amélie avait hérité de l'intelligence vive des femmes du bois, mais aussi d'une sensibilité artistique remarquable. Elle parlait de littérature avec une passion communicative, analysait les œuvres qu'elle étudiait avec une finesse qui impressionnait sa grand-tante. « Vous savez, dit un jour Marguerite, j'aimerais beaucoup lire quelques-unes de vos nouvelles. »« Oh non, protesta Amélie, elles ne sont pas assez bonnes. Laissez-moi en juger. J'ai lu énormément dans ma vie. J'ai même financé l'édition de quelques jeunes auteurs. Je pense avoir un certain goût littéraire. » Après beaucoup d'hésitation, Amélie finit par accepter d'apporter l'une de ses nouvelles. C'était l'histoire d'une jeune serveuse qui découvrait qu'elle était la descendante d'une famille noble ruinée par la Révolution. Marguerite lut le texte avec attention, puis le reposa avec un sourire admiratif. « Amélie, c'est remarquable. Votre style est élégant, vos personnages vivants, votre intrigue captivante. Vous avez un vrai talent d'écrivain. Vous n'êtes pas objective, dit Amélie, en rougissant de plaisir malgré elle. Détrompez-vous. J'ai lu suffisamment de textes médiocres pour reconnaître la qualité quand je la vois. Vous devriez envoyer cette nouvelle à des maisons d'édition. J'y pense, mais le milieu littéraire est si difficile. Et puis, j'ai peur qu'on découvre mes liens avec vous et qu'on pense que c'est du piston. Personne ne sait que nous nous connaissons, dit Marguerite. Et d'ailleurs, envoyez vos textes sous votre nom de Moreau. Rien ne vous oblige à révéler vos origines du bois. Cette conversation donna à Amélie le courage d'envoyer effectivement sa nouvelle à plusieurs revues littéraires. À sa grande surprise, 2 d'entre elles répondirent favorablement. Une revue prestigieuse, Lettres de France, accepta de publier son texte dans leur prochain numéro. « Marguerite !» s'exclama-t-elle en arrivant avenue Foch ce mercredi-là, oubliant pour la première fois les formalités. « Ma nouvelle va être publiée. » La vieille dame se leva d'un bond, aussi excitée qu'une enfant. « Oh, ma chère Amélie, c'est merveilleux, racontez-moi tout. » Amélie lui tendit la lettre d'acceptation de la revue et Marguerite la lut avec des yeux brillants de fierté. « Texte d'une qualité exceptionnelle pour un auteur si jeune, » lut-elle à haute voix. « Style maîtrisé et sensibilité remarquable. Amélie, vous vous rendez compte? C'est un compliment extraordinaire. Je n'arrive pas encore à y croire, » avoua Amélie. « C'est le premier texte que je soumets, et il est accepté par l'une des meilleures revues littéraires de France. Célestine aurait été si fière de vous. » Marguerite se dirigea vers un secrétaire ancien et en sortit une bouteille de champagne. « François, apportez-nous 2 flûtes, nous avons quelque chose à fêter. » Elles trinquèrent dans le salon bleu, et pour la première fois depuis leur rencontre, Amélie se sentit vraiment détendue en présence de sa grand-tante.
Savez-vous ce que cela signifie? Demanda Marguerite en sirotant son champagne. Que j'ai peut-être une chance de réussir comme écrivain? Que vous avez du talent, un vrai talent, et que maintenant, il faut que vous ayez confiance en vous. Amélie hocha la tête, encore sous le choc de cette première réussite. Marguerite, dit-elle soudain, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Vous n'avez jamais rencontré l'amour après la mort de votre mari? Marguerite rougit légèrement. Si, une fois. Il y a 15 ans. Un homme merveilleux, veuf comme moi, cultivé, intelligent. Et j'ai eu peur. Peur qu'il ne s'intéresse à moi que pour ma fortune. Peur de souffrir. Peur de reproduire l'erreur de mon premier mariage. Elle soupira. Alors j'ai préféré rester seule. Vous le regrettez? Énormément. Henri était quelqu'un de bien. Je le sais maintenant. Mais sur le moment, j'étais trop méfiante, trop échaudée par mes expériences passées. Il n'est pas trop tard. Il s'est remarié il y a 10 ans avec une femme de son âge. Ils semblent très heureux ensemble. Amélie posa sa main sur celle de Marguerite. Je suis désolée. Ne le soyez pas. C'est moi qui ai fait ce choix par lâcheté. Exactement comme j'ai fait le choix de laisser l'orgueil détruire ma relation avec Célestine. Elles restèrent silencieuses un moment, chacune perdue dans ses pensées. Amélie, dit finalement Marguerite, j'ai une proposition à vous faire, une proposition différente de celle que je vous ai déjà faite. Je vous écoute. Accepteriez-vous de venir vous installer ici? Pas définitivement, juste le temps de terminer vos études. Cette maison est immense. Vous auriez votre propre appartement au 2e étage, votre indépendance totale. Marguerite, on en a déjà parlé. Laissez-moi finir. Je ne vous demande pas d'accepter d'argent, je vous demande simplement de me tenir compagnie. En échange du gîte, vous pourriez, je ne sais pas, m'aider à classer les archives familiales, à numériser les vieilles photos, à cataloguer la bibliothèque? Amélie réfléchit. Cette proposition était différente des précédentes. Il ne s'agissait pas de charité, mais d'un échange de services. Et mon travail au café? Gardez-le si vous le souhaitez. Ou alors, consacrez ce temps à votre écriture. Avec la bibliothèque familiale à votre disposition, vous auriez un environnement idéal pour créer. La proposition était tentante. Le studio d'Amélie était vraiment trop petit et trop bruyant pour qu'elle puisse écrire dans de bonnes conditions. Et puis, l'idée de découvrir les archives familiales l'intriguait énormément. Puis-je réfléchir? Bien sûr, prenez tout le temps qu'il vous faut. Amélie passa 3 jours à peser le pour et le contre. D'un côté, accepter cette proposition risquait de la faire entrer dans un monde de privilèges qui ne lui correspondait pas. De l'autre, refuser par principe la priverait peut-être d'une opportunité unique de connaître ses origines familiales et d'avoir les conditions idéales pour écrire. Ce fut finalement la lecture d'un nouveau poème de Célestine qui la décida. « N'aie pas peur des cadeaux de la vie, petite sœur de mon cœur. Parfois le destin nous tend la main pour nous aider à grandir. L'orgueil peut être une prison plus cruelle que la pauvreté. Apprends à recevoir avec grâce ce que l'amour veut t'offrir. » Ce poème était accompagné d'une note en marge. Pour Marguerite, si elle accepte un jour de laisser tomber sa fierté. Célestine avait écrit ces mots en pensant à sa sœur aînée, mais ils s'appliquaient parfaitement à la situation d'Amélie. N'était-elle pas en train de reproduire les erreurs du passé en refusant par orgueil une main tendue? Le mercredi suivant, elle annonça à Marguerite sa décision. « J'accepte votre proposition, mais à certaines conditions. » Lesquelles? D'abord, je garde mon travail au café 3 soirs par semaine. Je tiens à conserver un contact avec la vraie vie. D'accord. Ensuite, je paie une participation aux frais de la maison. Pas beaucoup, mais quelque chose qui me permette de garder ma dignité. Si cela vous fait plaisir. Et enfin, si à un moment je me sens mal à l'aise ou si vous essayez de m'imposer votre mode de vie, je pars sans discussion. Marché conclu, dit Marguerite en lui tendant la main. Quand souhaitez-vous emménager? Le week-end prochain. Parfait. François va préparer l'appartement du 2e étage. Vous y serez comme chez vous. Le déménagement d'Amélie fut rapide. Une valise de vêtements, ses livres, son ordinateur portable et quelques photos de famille. Toute sa vie tenait dans 3 cartons que François l'aida à monter au 2e étage. L'appartement que Marguerite lui avait réservé était un rêve. Une chambre spacieuse avec vue sur le jardin, un bureau parfait pour écrire avec une bibliothèque intégrée, une petite cuisine équipée et même un salon particulier décoré avec goût. C'était l'appartement de Célestine quand elle était étudiante, expliqua Marguerite. Je l'ai fait rénover il y a quelques années, mais j'ai conservé l'esprit général. Amélie s'installa rapidement. Pour la première fois depuis la mort de sa grand-mère, elle se sentait vraiment chez elle quelque part.
Ce n'était pas seulement le luxe de l'appartement, c'était cette sensation étrange de retrouver ses racines, de renouer avec une histoire familiale qu'elle croyait perdue à jamais. Les jours suivants établirent une routine agréable. Le matin, Amélie partait en cours à la Sorbonne. L'après-midi, elle travaillait sur ses propres textes dans la magnifique bibliothèque familiale, entourée de milliers de livres qui n'attendaient que d'être redécouverts. Le soir, elle et Marguerite dînaient ensemble, parlant de littérature, d'art, de la vie en général. « J'ai une surprise pour vous », dit Marguerite un soir en fin de repas. Elle disparut quelques minutes et revint avec une petite boîte emballée avec élégance. « Qu'est-ce que c'est » demanda Amélie avec méfiance. « Ouvrez, vous verrez bien. » À l'intérieur de la boîte, Amélie découvrit un stylo plume en or gravé à ses initiales. « Marguerite, je ne peux pas accepter. Ce n'est pas un cadeau de riche grand-tante à pauvre petite nièce, » coupa Marguerite. « C'est un outil de travail pour une écrivain talentueuse. Ce stylo a appartenu à mon père, qu'il avait reçu de son propre père. Tous les hommes du bois ont écrit avec ce stylo. Leurs contrats, leurs lettres importantes, leurs mémoires. » Elle prit délicatement le stylo et le tourna dans ses mains. Il est temps qu'une femme de la famille s'en serve pour créer de la beauté plutôt que simplement gérer des affaires. Amélie fut touchée par le symbolisme du geste. Accepter ce stylo, c'était accepter de s'inscrire dans la continuité familiale, mais pour créer plutôt que pour thésauriser. « Merci », dit-elle, en prenant l'objet avec respect. « Je tâcherai d'en être digne. » Vous l'êtes déjà. Le week-end suivant, Marguerite proposa à Amélie une visite particulière. « J'aimerais vous emmener à Antibes, voir l'endroit où Célestine a vécu, rencontrer les gens qui l'ont connue. » Amélie accepta avec enthousiasme. Ce voyage représentait une occasion unique de découvrir la vie que sa grand-mère avait construite après avoir quitté les Dubois. Elles prirent le TGV un vendredi matin, voyageant en première classe dans un confort qu'Amélie n'avait jamais expérimenté. Marguerite avait réservé une suite dans un palace de la Côte d'Azur, mais Amélie insista pour avoir sa propre chambre. « Je paie ma chambre », dit-elle fermement. « Avec quel argent ? Votre salaire de serveuse ? J'ai quelques économies. » « Amélie, vous allez dépenser l'équivalent d'un mois de salaire pour une nuit d'hôtel. C'est absurde. »« C'est mon choix. » Marguerite la regarda avec un mélange d'exaspération et d'admiration. « Vous êtes impossible, exactement comme Célestine. » Finalement, elles trouvèrent un compromis. Marguerite paierait l'hôtel, mais Amélie s'occuperait des repas et des transports locaux. Le lendemain matin, elles se rendirent dans le vieux quartier d'Antibes où Célestine et Pierre avaient tenu leur atelier de couture. Le local existait encore, transformé maintenant en boutique d'antiquités, mais le propriétaire, M. Bertrand, se souvenait parfaitement du couple Moreau. « Ah, Célestine !» s'exclama-t-il quand Marguerite se présenta comme sa sœur. « Quelle femme extraordinaire! Et Pierre, quel homme bon! Ils formèrent le couple le plus uni que j'ai jamais connu. »« Vous les avez bien connus ?» demanda Amélie. « Intimement. Mon épouse et moi étions leurs plus proches amis. Nos enfants ont grandi ensemble. Célestine était comme une sœur pour ma femme. » Il les invita à prendre un café dans l'arrière-boutique et leur raconta des dizaines d'anecdotes sur la vie de Célestine et Pierre à Antibes. « Ils n'étaient pas riches, c'est vrai, dit-il, mais ils étaient si heureux. Célestine riait tout le temps. Elle chantait en travaillant. Elle organisait des fêtes pour tous les voisins. Et Pierre la regardait comme si elle était la 8e merveille du monde. »« Elle parlait parfois de sa famille d'avant ?» demanda Marguerite avec appréhension. « Rarement. Je savais qu'elle venait d'une famille parisienne aisée, qu'elle avait eu une dispute avec sa sœur. Mais elle ne donnait jamais de détails. Sauf une fois. Quand ? C'était en 1985, pour les 20 ans de mariage de ma femme et moi. Célestine avait un peu bu, elle était nostalgique. Elle nous a dit qu'elle avait une sœur aînée qu'elle aimait énormément, mais que l'orgueil avait séparé leurs chemins. Marguerite baissa les yeux, submergée par l'émotion. Elle a dit autre chose ? Elle a dit qu'elle espérait qu'un jour, cette sœur comprendrait qu'elle avait fait les bons choix et qu'elle lui pardonnait sa colère parce qu'au fond, elle savait que cette colère venait de l'amour. Ces mots frappèrent Marguerite comme un coup de massue. Célestine lui avait pardonné, même sans réconciliation, même sans explication. Elle avait compris que la réaction de Marguerite venait de la peur et de l'affection mal exprimée. « Elle vous pardonnait », dit doucement Amélie. « Depuis toujours, elle vous pardonnait. » L'après-midi, M. Bertrand les emmena au petit cimetière où reposaient Célestine et Pierre. Leurs tombes étaient côte à côte, simples mais bien entretenues, ornées de rosiers blancs que la municipalité renouvelait régulièrement. Marguerite s'agenouilla devant la tombe de sa sœur et y déposa un bouquet de pivoine blanche,
les fleurs préférées de Célestine. « Pardonne-moi, murmura-t-elle. Pardonne-moi d'avoir été si bête, si orgueilleuse. Pardonne-moi d'avoir gâché 63 ans de notre vie. » Elle resta là de longues minutes, silencieuse, comme si elle avait enfin la conversation qu'elle avait rêvé d'avoir pendant des décennies. Amélie, debout un peu en retrait, sentit les larmes couler sur ses joues. Cette scène avait quelque chose de profondément libérateur. Marguerite faisait enfin ses adieux à sa sœur, et Célestine, quelque part, recevait enfin les excuses qu'elle avait attendues toute sa vie. En repartant du cimetière, Marguerite semblait apaisée, comme si un poids énorme venait de se lever de ses épaules. « Merci, dit-elle à Amélie. Merci de m'avoir accompagnée. Je n'aurais jamais eu le courage de venir seule. C'est normal. Nous sommes de la famille maintenant. » Ces mots simples firent plus de bien à Marguerite que toutes les richesses du monde. De retour à Paris, leur relation entra dans une nouvelle phase. Marguerite cessa de proposer de l'argent à Amélie, comprenant enfin que cette insistance ne faisait que l'éloigner. Amélie, de son côté, s'autorisa à accepter les petites attentions de sa grand-tante. Un livre qu'elle pensait lui plaire, une place pour un concert qu'elle voulait voir, un repas dans un bon restaurant pour célébrer ses succès universitaires. « Vous savez, dit un jour Amélie en travaillant sur le classement des archives familiales, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans les papiers de votre père. » « Quoi donc ? » « Un testament antérieur à celui que vous connaissez, daté de 1958. » Marguerite se figea. « Un testament antérieur ? Oui, et dans cette version, il lègue l'entreprise équitablement entre vous deux, sans condition de mariage. Il écrit même qu'il fait confiance à ses deux filles pour diriger ensemble l'avenir de la famille. » Marguerite prit le document d'une main tremblante. Effectivement, la signature de son père authentifiait un testament complètement différent de celui qu'elle avait connu. Mais alors, le testament avec les conditions de mariage, il est daté de 1961. Il a dû le modifier quand il est tombé malade, peut-être sous l'influence de votre mère ou de conseillers conservateurs. Marguerite s'effondra dans un fauteuil. Vous vous rendez compte de ce que cela signifie ? Notre père avait initialement prévu que nous dirigions l'entreprise ensemble, Célestine et moi, sans conditions, sans contraintes. Si j'avais trouvé ce document plus tôt, vous auriez pu proposer à grand-mère de revenir ? J'aurais pu lui prouver qu'au fond, notre père approuvait son choix de liberté, que ses vraies volontés étaient différentes de ce testament modifié sur son lit de mort. Amélie s'assit en face de sa grand-tante. « Marguerite, il faut que vous arrêtiez de vous torturer avec les si. Ce qui est fait est fait. Célestine a été heureuse avec Pierre. Elle a vécu la vie qu'elle voulait vivre. Et vous, vous avez fait prospérer l'entreprise familiale. Chacune a suivi son chemin. Mais nous aurions pu le faire ensemble. Peut-être. Ou peut-être que cela se serait mal passé, que vous vous seriez disputé sur la gestion, que vous auriez fini par vous haïr vraiment. On ne peut pas refaire l'histoire. » Marguerite regarda Amélie avec admiration. « Vous êtes sage pour votre âge, plus sage que je ne l'ai jamais été. J'ai eu une bonne grand-mère. Elle m'a appris que le bonheur ne dépend pas de ce qu'on possède, mais de ce qu'on est. Et qu'est-ce que vous êtes, Amélie ? Je suis une jeune femme qui a de la chance d'avoir eu l'amour de Célestine, la chance d'avoir retrouvé une famille et la chance d'avoir du talent pour l'écriture. » Ce soir-là, Amélie écrivit dans son journal intime « Cela fait maintenant 2 mois que je vis avenue Foch, et je commence à comprendre que cette expérience me change. Pas dans le sens où Marguerite l'espérait au début, je ne suis pas devenue une héritière obéissante prête à accepter sa fortune, mais elle m'a fait découvrir mes racines, ma force, ma capacité à naviguer entre 2 mondes sans perdre mon âme. J'ai publié 3 nouvelles dans des revues littéraires depuis que je suis ici. Pas grâce à l'argent des Dubois, mais grâce au temps que me donne cette maison pour me concentrer sur l'écriture. Marguerite a tenu parole. Elle ne m'impose rien, ne me demande rien d'autre que ma compagnie. Et moi, je commence à l'aimer vraiment. Pas comme une bienfaitrice, mais comme la grand-tante formidable qu'elle aurait toujours été si l'orgueil n'avait pas tout gâché. Un événement inattendu vint bientôt bouleverser cette harmonie retrouvée. Un matin de décembre, François annonça à Marguerite qu'un visiteur demandait à la voir. « Qui est-ce » demanda-t-elle. « Un certain maître Dupontel, notaire. Il dit que c'est urgent et confidentiel. » Marguerite reçut le notaire dans le bureau de son père. Amélie, occupée à cataloguer des livres dans la bibliothèque, entendit des éclats de voix, puis un long silence. 1 heure plus tard, Marguerite apparut dans la bibliothèque, livide. « Que se passe-t-il » demanda Amélie en voyant son expression. « Asseyez-vous, ma chère enfant. J'ai quelque chose d'important à vous dire. » Amélie sentit son cœur se serrer.
L'expression de Marguerite ne présageait rien de bon. « J'ai un problème médical », annonça Marguerite sans détour. « Un cancer du pancréas, diagnostiqué il y a 6 mois. »« Quoi ?» Amélie se leva d'un bond. « Mais vous ne m'en avez jamais parlé. Je ne voulais pas vous inquiéter. Et puis j'espérais que les traitements seraient efficaces. Et ils ne le sont pas ?» Marguerite secoua tristement la tête. « Les médecins me donnent 3 mois, peut-être 6 avec de la chance. » Amélie sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Cette femme qu'elle avait appris à aimer, cette famille qu'elle venait de retrouver, tout allait lui être enlevé une nouvelle fois. « Il doit y avoir quelque chose à faire, » dit-elle avec désespoir. « D'autres traitements, d'autres médecins. J'ai consulté les meilleurs spécialistes d'Europe, ma chère enfant. Le mal est trop avancé. Pourquoi maître Dupontel est-il venu ? Pour préparer ma succession. Il faut que je mette mes affaires en ordre rapidement. » Marguerite s'assit lourdement dans un fauteuil. « Amélie, je sais que vous avez toujours refusé mon argent. Mais maintenant, vous n'avez plus le choix. Vous êtes ma seule héritière légale. »« Non, » dit Amélie en se levant. « Léguer tout à des œuvres de charité. Je ne veux pas hériter de quelqu'un que j'aime. C'est morbide. Ma chère enfant, soyez raisonnable. Cette fortune doit rester dans la famille. C'est l'œuvre de 4 générations de Dubois. Elle ne peut pas être dispersée. Alors trouvez un autre héritier, un cousin éloigné, quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre. Mes recherches généalogiques ont été formelles. Vous êtes la dernière descendante directe de notre lignée. » Amélie se mit à faire les 100 pas dans la bibliothèque, profondément perturbée. « Je ne sais pas gérer une fortune. Je ne sais même pas gérer mon propre budget d'étudiante. Vous apprendrez. J'ai de excellents conseillers financiers, des gestionnaires de patrimoine compétents. Vous n'aurez pas à tout gérer seul. Ce n'est pas la question. C'est que je ne veux pas devenir quelqu'un d'autre. Je veux rester Amélie Moreau, l'étudiante qui rêve de devenir écrivain. » Marguerite se leva et vint poser ses mains sur les épaules d'Amélie. « Vous resterez Amélie Moreau, mais vous serez Amélie Moreau avec les moyens de réaliser tous vos rêves. Et si mes rêves changent, et si l'argent me corrompt, alors Célestine et moi vous aurons mal élevé, » dit Marguerite avec un sourire triste. « Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Vous avez une force morale que ni l'argent ni le pouvoir ne pourront ébranler. » Amélie s'effondra dans un fauteuil, la tête entre les mains. « C'est trop. C'est beaucoup trop pour moi. Je sais. Mais la vie nous met parfois devant des responsabilités que nous n'avons pas choisies. Combien représente exactement cette fortune ?» Marguerite hésita. « Environ 3 milliards d'euros. Plus les propriétés, les œuvres d'art, les parts dans diverses entreprises. »« Mon Dieu, » murmura Amélie. « 3 milliards ? Je sais que c'est vertigineux, mais réfléchissez à ce que vous pourriez en faire. Vous pourriez créer une fondation pour aider les jeunes écrivains, financer des bourses d'études, soutenir la création littéraire, ou je pourrais tout gâcher, devenir une de ces héritières capricieuses qu'on voit dans les magazines People. Vous croyez vraiment que c'est votre nature ?» Amélie réfléchit honnêtement à la question. « Non, » admit-elle, « mais l'argent change les gens. J'ai peur de changer. Alors entourez-vous de personnes qui vous rappelleront qui vous êtes vraiment. Gardez votre travail au café si cela vous ancre dans la réalité. Continuez vos études, continuez à écrire. Utilisez cette fortune comme un outil, pas comme une identité. » Amélie releva la tête et regarda Marguerite droit dans les yeux. « Et vous, comment vous sentez-vous à l'idée de partir ?» Marguerite sourit avec une sérénité surprenante. « Apaisée, maintenant que je sais que notre histoire familiale aura une suite. Terrifiée aussi, bien sûr, mais surtout reconnaissante d'avoir pu vous connaître. » Marguerite, « Oui, je vous aime, vous le savez, n'est-ce pas ?» Les larmes coulèrent librement sur les joues de la vieille dame. « Et moi, je vous aime, comme la petite fille que je n'ai jamais eue. Vous m'avez donné ces derniers mois les plus belles joies de ma vie. » Elles restèrent enlacées de longues minutes, la vieille dame et la jeune femme, unies par un amour familial retrouvé et la tragédie de devoir bientôt se séparer. « Il faut que vous compreniez une chose importante, Amélie, » dit Marguerite quand elles se séparèrent. « Cette fortune, elle vient avec des responsabilités. Nos entreprises emploient des milliers de personnes, nos investissements soutiennent l'économie française. Vous ne pourrez pas tout liquider ou tout donner sans conséquence. Que suggérez-vous ? Que vous preniez le temps d'apprendre, que vous vous formiez progressivement à la gestion de patrimoine, et surtout que vous réfléchissiez à la façon dont vous voulez utiliser cet héritage pour faire du bien autour de vous. Vous avez déjà des idées ? Quelques-unes, mais je préfère que ce soit vos idées à vous. Vous êtes la génération suivante, c'est à vous de décider de l'avenir.
Les semaines qui suivirent furent douces amères. Amélie voyait Marguerite s'affaiblir progressivement, mais elle découvrait aussi une facette nouvelle de sa personnalité. Face à la maladie, la vieille dame faisait preuve d'un courage et d'une dignité exemplaires. « Je ne veux pas mourir dans un hôpital, dit-elle un jour. Je veux partir ici, dans cette maison qui a vu naître 4 générations de Dubois. Je resterai avec vous, promit Amélie, aussi longtemps qu'il faudra. Et vos études. Mes professeurs sont compréhensifs. Et puis, ce que j'apprends ici à vos côtés vaut tous les cours de littérature du monde. » C'était vrai. En s'occupant de Marguerite, en l'écoutant raconter l'histoire de leur famille, en découvrant les subtilités de la gestion d'un patrimoine, Amélie apprenait des choses qu'aucune université ne pourrait jamais lui enseigner. « Amélie, dit Marguerite un soir de février, alors que sa santé déclinait visiblement, j'ai un dernier service à vous demander. Tout ce que vous voudrez. J'aimerais que vous écriviez l'histoire de notre famille, l'histoire vraie, avec ses erreurs et ses réconciliations, pour que les générations futures comprennent que l'amour est plus fort que l'orgueil. Vous voulez que j'écrive vos mémoires? Nos mémoires. L'histoire des sœurs Dubois et de leurs retrouvailles tardives grâce à une jeune femme qui avait hérité du meilleur de chacune d'elles. » Amélie prit la main fragile de Marguerite. « Je le ferai, je vous le promets. Et je veux que vous l'écriviez avec le stylo de notre famille, que cette histoire soit écrite avec l'encre des Dubois. Ce sera fait, promit Amélie, la voix étranglée par l'émotion. Les dernières semaines de Marguerite furent apaisées. Elle passait ses journées dans le petit salon, entourée des photos de famille et des objets qui lui étaient chers. Amélie ne la quittait presque plus, lisant à haute voix les poèmes de Célestine ou ses propres nouvelles en cours d'écriture. « Votre style s'affine », remarqua Marguerite un après-midi en écoutant une nouvelle histoire. « Vous développez une voix unique, très personnelle. C'est grâce à tout ce que vous m'avez appris sur notre famille. Ces histoires nourrissent mon imagination. Tant mieux. Un écrivain a besoin de racines pour faire pousser ses rêves. » Un matin de mars, Marguerite ne se réveilla pas. François la découvrit paisiblement endormie dans son lit, un sourire serein sur le visage, comme si elle avait enfin trouvé la paix. Les obsèques eurent lieu dans l'intimité, comme Marguerite l'avait souhaité. Seuls étaient à présent Amélie, François, Monsieur Rousseau du café, quelques employés de longue date des entreprises Dubois et Maître Dupontel. Amélie porta le deuil avec une dignité qui impressionna tous les présents. Cette jeune femme de 22 ans montrait une maturité et une force qui rappelaient les plus belles heures de la lignée Dubois. Après la cérémonie, Maître Dupontel lui remit une lettre cachetée. « Madame la comtesse m'a demandé de vous remettre ceci après ses obsèques. » Amélie ouvrit la lettre dans le petit salon où elle avait passé tant d'heures heureuses avec Marguerite. « Ma très chère Amélie, si vous lisez ces lignes, c'est que je vous ai quitté pour rejoindre Célestine. J'espère qu'elle m'accueillera avec indulgence dans l'au-delà et qu'enfin nous pourrons danser ensemble comme nous le faisions quand nous étions petites filles. Vous voici maintenant l'héritière d'une fortune que vous n'avez jamais voulu, mais que le destin met entre vos mains. Ne la voyez pas comme un fardeau, mais comme un outil pour réaliser vos rêves les plus beaux. J'ai pris la liberté de créer une fondation littéraire en votre nom, la Fondation Célestine Dubois, pour la jeune création littéraire. Elle est dotée de 100 millions d'euros et a pour mission d'aider les jeunes écrivains à publier leurs œuvres. Vous en êtes automatiquement la présidente, mais vous pouvez bien sûr la dissoudre si elle ne correspond pas à vos aspirations. Le reste de ma fortune vous appartient désormais, mais sachez qu'elle vient avec des responsabilités. Nos entreprises emploient 12 000 personnes en France et en Europe. Nos investissements soutiennent des dizaines de projets innovants. Vous ne gérerez pas tout cela seul, bien sûr, mais vos décisions auront un impact sur beaucoup de vies. François restera à votre service aussi longtemps que vous le souhaiterez. C'est un homme de confiance absolue qui connaît tous les secrets de cette maison. Écoutez ses conseils, ils sont précieux. J'ai également légué des sommes importantes à diverses œuvres caritatives, ainsi qu'une pension viagère confortable à François et aux autres employés fidèles. Mais surtout, ma chère Amélie, n'oubliez jamais qui vous êtes. Vous n'êtes pas seulement l'héritière des Dubois, vous êtes la petite fille de Célestine Moreau, celle qui a choisi l'amour plutôt que l'argent. Gardez cet équilibre en vous, cette capacité à rester humaine malgré les privilèges. Écrivez, ma chère enfant. Écrivez l'histoire de notre famille, mais écrivez aussi vos propres histoires. Le monde a besoin de votre talent et de votre sensibilité. Et n'oubliez jamais, vous n'êtes plus seul. Vous portez en vous l'amour de 4 générations de femmes fortes. Célestine, Isabelle, moi-même et maintenant vous.
Cette lignée ne s'arrêtera pas avec vous, j'en suis certaine. Je vous aime comme la fille que je n'ai jamais eue. Votre grand-tante qui vous chérit, Marguerite. » Amélie pleura en lisant cette lettre. Mais c'étaient des larmes de gratitude autant que de chagrin. Marguerite avait trouvé les mots justes pour lui transmettre son héritage sans la culpabiliser. Les mois qui suivirent furent difficiles. Amélie dut apprendre à naviguer dans le monde complexe des affaires et de la finance, entourée de conseillers compétents, mais parfois intimidants. Elle garda François comme majordome et confident, et découvrit effectivement que ses conseils étaient inestimables. « Madame Amélie, lui dit-il un jour, elle avait insisté pour qu'il abandonne les mademoiselles et comtesses. Vous vous débrouillez remarquablement bien. Madame Marguerite serait fière de vous. Vous croyez? J'ai l'impression de naviguer à vue. C'est normal au début, mais vous avez l'instinct juste. Et surtout, vous posez les bonnes questions. » Amélie avait effectivement surpris tout le monde par sa capacité d'adaptation. Elle assistait au conseil d'administration avec sérieux, posait des questions pertinentes et prenait des décisions réfléchies. Mais surtout, elle gardait toujours en tête l'impact humain de ses choix. Quand les dirigeants d'une de leurs entreprises proposèrent de délocaliser une usine en Asie pour réduire les coûts, Amélie refusa net. « Ces emplois représentent la survie de familles entières, » dit-elle fermement. « Trouvons d'autres moyens d'être compétitifs, sans sacrifier nos employés. » Sa détermination força l'admiration de tous les participants au conseil. 1 an après la mort de Marguerite, la Fondation Célestine Dubois avait déjà aidé une 50aine de jeunes écrivains à publier leurs premières œuvres. Amélie avait tenu à s'impliquer personnellement dans la sélection des projets, lisant elle-même tous les manuscrits soumis. « C'est un travail énorme », lui fit remarquer François. « C'est un travail passionnant. Et puis, c'est ma façon de rendre hommage à grand-mère Célestine et à Marguerite. » Amélie avait aussi tenu sa promesse d'écrire l'histoire de sa famille. Son livre, Les Sœurs de l'avenue Foch, était en cours de finalisation chez un grand éditeur parisien qui se disputait le privilège de le publier. « Vous allez le publier sous quel nom ?» demanda François. « Amélie Moreau-Dubois », répondit-elle après réflexion. « Il est temps que j'assume pleinement mes 2 héritages. » Un soir de décembre, exactement 1 an après la mort de Marguerite, Amélie était assise dans le bureau familial, écrivant la dernière page de son livre avec le stylo en or de ses ancêtres. La boucle se fermait enfin. On frappa à la porte. François entra portant un plateau avec du thé et des petits fours. « Madame Amélie, vous avez une visite. » « À cette heure ?» Il était plus de 20 heures. Une dame âgée. Elle dit qu'elle connaissait Madame Marguerite et qu'elle souhaiterait vous rencontrer. Intriguée, Amélie descendit au salon bleu. Une femme d'environ 70 ans l'y attendait, élégamment vêtue et visiblement émue. « Mademoiselle Moreau-Dubois » dit-elle en se levant. « Je suis Monique Bertrand. Mon mari et moi étions les amis de vos grands-parents à Antibes. »« Madame Bertrand. Mais bien sûr, votre mari nous avait parlé de vous l'été dernier. »« Il est décédé il y a 3 mois, » dit tristement Monique. « Mais avant de partir, il m'a fait promettre de venir vous voir. »« Pourquoi ?» Monique sortit de son sac une enveloppe jaunie par le temps. « Parce qu'il gardait ceci depuis 40 ans et qu'il pensait que vous deviez en hériter. » Amélie prit l'enveloppe avec curiosité. Elle portait son nom d'une écriture qu'elle reconnut immédiatement, celle de sa grand-mère Célestine. « Grand-mère m'a écrit une lettre en 1985. Elle nous avait demandé de la garder et de la donner à sa petite-fille si elle en avait une, et seulement après notre mort à tous les 2. » Amélie ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. La lettre était écrite sur un papier simple, d'une écriture un peu tremblée par l'âge. « Ma chère petite fille, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus là pour te parler de vive voix. J'espère que tu n'es pas trop triste de mon départ, et surtout, j'espère que tu sauras honorer la mémoire de notre famille, car tu es l'héritière de 2 lignées, ma chérie. Celle des Moreau, humble mais fière, qui t'a appris la valeur du travail et de l'authenticité, et celle des Dubois, noble et puissante, qui t'a transmis l'intelligence, l'ambition et le sens des responsabilités. Je ne regrette rien de ma vie avec ton grand-père Pierre. Nous avons été heureux, profondément heureux, malgré nos difficultés matérielles. Mais je regrette la brouille avec ma sœur Marguerite. J'aurais voulu que tu la connaisses, qu'elle te transmette l'histoire de notre famille. Si le destin vous réunit un jour, ne la juge pas trop sévèrement. Marguerite n'était pas méchante, elle était simplement prisonnière des conventions de son époque. Au fond de son cœur, c'est une femme bonne qui a beaucoup souffert de notre séparation. Et si elle t'offre son aide, son affection, son héritage, ne refuse pas par orgueil. L'orgueil a déjà causé assez de dégâts dans notre famille.
Accepte ce qu'elle te donne avec grâce et utilise-le pour faire le bien autour de toi. Tu as en toi la force des femmes Dubois et la sagesse des femmes Moreau. Cette combinaison te rendra capable de grandes choses. Écris, ma chérie. Écris nos histoires, écris tes rêves, écris la beauté du monde. Tu as ce don rare de transformer les mots en émotions. Ne le gaspille pas. Le camée que tu portes t'appartient de droit. Il a été béni par l'amour de 4 générations de femmes. Porte-le avec fierté, transmets-le à tes enfants et raconte-leur l'histoire des sœurs qui se sont retrouvées grâce à lui. Je t'aime, ma petite fille chérie, où que tu sois. Ta grand-mère Célestine. Amélie termina la lecture en pleurant, mais c'était des larmes de joie. Cette lettre était comme une bénédiction posthume de sa grand-mère, une autorisation à accepter pleinement son double héritage. Elle savait, murmura-t-elle. D'une façon ou d'une autre, elle savait que Marguerite et moi nous retrouverions. Célestine avait une intuition remarquable, confirma Monique Bertrand. Elle disait souvent que l'amour finit toujours par triompher des malentendus. Cette nuit-là, Amélie écrivit les dernières lignes de son livre sur l'histoire familiale. Elle y raconta tout, la dispute originelle, les années de séparation, leurs retrouvailles tardives et la réconciliation finale par-delà la mort. 6 mois plus tard, les Sœurs de l'avenue Foch paraissaient chez Gallimard et remportaient un succès immédiat. Les critiques saluaient la finesse du récit, la vérité des émotions et la belle leçon d'humanité que contenait cette histoire vraie. Amélie, désormais connue sous le nom d'Amélie Moreau-Dubois, était devenue l'une des plus jeunes milliardaires de France, mais aussi l'une des plus respectées. Sa fondation littéraire faisait déjà référence dans le milieu culturel et ses propres romans commençaient à être traduits dans le monde entier. Mais le plus important pour elle était ailleurs. Un soir, en rentrant de la présentation de son livre à la Sorbonne, elle trouva François qui l'attendait dans le hall avec un sourire mystérieux. « Qu'est-ce qui vous amuse, François ? Vous avez une visite, madame, une visite très particulière. Qui cela ? Allez voir dans le salon bleu. » Intriguée, Amélie poussa la porte du salon et découvrit un jeune homme d'environ 25 ans, brun aux yeux bleus, qui l'attendait en feuilletant un livre. « Excusez-moi, dit-elle. Vous êtes ?» Il se leva et se présenta avec un sourire timide. « Julien Moreau. Je crois que nous sommes cousins. » Amélie se figea. « Moreau ? Mon grand-père était le frère cadet de Pierre Moreau, votre grand-père. J'ai lu votre livre et j'ai réalisé que nous étions de la même famille. Vous êtes de la famille de grand-père Pierre ? Exactement. Et j'avais très envie de vous rencontrer. D'autant plus que nous avons quelque chose en commun. Quoi donc ? J'écris aussi. Je viens de terminer mon premier roman. » Amélie le regarda avec ébahissement. Le destin, décidément, avait le goût de la dramaturgie. Non seulement elle retrouvait un cousin, mais un cousin écrivain. « Asseyez-vous, dit-elle en désignant le canapé. Racontez-moi tout. » Julien lui expliqua qu'il était journaliste, qu'il écrivait dans ses temps libres et qu'il avait grandi en entendant parler de son grand-oncle Pierre et de sa mystérieuse épouse qui venait d'une famille parisienne fortunée. Quand j'ai lu votre livre, j'ai compris que Célestine était cette épouse mystérieuse. Et j'ai voulu vous rencontrer pour reconstituer l'histoire complète de notre famille. Ils passèrent en la soirée à échanger leurs souvenirs familiaux, comparant les versions de l'histoire qu'ils avaient chacun entendues. Julien avait apporté des photos de Pierre jeune, des lettres qu'il avait écrites à sa famille, des témoignages de son bonheur avec Célestine. « Ils s'aimaient vraiment », dit Julien en montrant une lettre de Pierre à ses parents. « Regardez ce qu'il écrit. Célestine est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Elle illumine chaque jour de ma vie. Je remercie le ciel de m'avoir permis de la rencontrer. » Et grand-mère disait la même chose de lui, répondit Amélie. Dans ses derniers poèmes, elle écrit que Pierre lui a appris ce qu'était le vrai amour. « Nos grands-parents ont vécu un grand amour, » dit Julien, « et grâce à eux, nous nous retrouvons aujourd'hui. » Cette rencontre marqua le début d'une nouvelle amitié. Julien devint un visiteur régulier de l'avenue Foch, et Amélie découvrit qu'il était non seulement un cousin sympathique, mais aussi un écrivain talentueux et un homme de grande qualité. « Vous savez, » dit-elle un jour à François, « j'ai l'impression que grand-mère Célestine continue à veiller sur nous depuis là-haut. Comment cela, madame ? Toutes ces coïncidences, ces retrouvailles, ce n'est pas le hasard. C'est elle qui guide nos pas pour que l'amour triomphe enfin de tous les malentendus. » François sourit. Madame Marguerite pensait la même chose avant de mourir. Elle disait que Célestine lui envoyait des signes. 1 an plus tard, Amélie et Julien travaillaient ensemble sur un projet ambitieux, un livre retraçant l'histoire complète des familles Dubois et Moreau, des origines à nos jours.
Leur collaboration professionnelle s'était muée en une complicité profonde, puis en quelque chose de plus tendre. « Amélie, » dit Julien un soir, alors qu'ils travaillaient côte à côte dans la bibliothèque, « j'ai quelque chose d'important à vous dire. Je vous écoute. Je sais que c'est compliqué entre nous, avec cette histoire de famille, avec votre fortune. Julien, laissez-moi finir. Je sais que les gens pourraient dire que je m'intéresse à vous pour votre argent. Et je sais que vous pourriez avoir des doutes à cause de cela. » Il se leva et vint s'agenouiller devant elle. « Mais je veux que vous sachiez que je vous aime. Je vous aime pour votre intelligence, votre sensibilité, votre talent. Je vous aime pour la femme que vous êtes, pas pour ce que vous possédez. » Amélie sentit son cœur battre plus fort. « Julien, épousez-moi, Amélie. Épousons-nous par amour, comme nos grands-parents l'ont fait. Montrons au monde que l'histoire se répète parfois en mieux. » Amélie le regarda dans les yeux et il eut une sincérité absolue. Cet homme l'aimait vraiment, elle en était certaine. Et elle l'aimait aussi, d'un amour qui grandissait chaque jour. « Oui, dit-elle simplement. Oui, je veux vous épouser. » Il se releva et l'embrassa tendrement. À ce moment-là, Amélie eut la sensation très nette que quelque part, Célestine et Marguerite sourièrent de bonheur. Le mariage eut lieu au printemps suivant dans le jardin de l'hôtel particulier. Une cérémonie intime, entourée d'amis proches et de quelques membres des familles Moreau et Dubois, que les recherches généalogiques avaient permis de retrouver. Amélie portait la robe de mariée que Célestine avait créée pour ses propres noces avec Pierre, retrouvée dans les affaires conservées par Marguerite, légèrement retouchée pour s'adapter à sa silhouette. Et bien sûr, elle portait le camée familial, symbole de toutes les réconciliations. « Vous êtes radieuse, » lui dit François en la voyant descendre le grand escalier. « Je suis heureuse, François. Vraiment heureuse. » La cérémonie fut officiée par un ami de la famille, ancien professeur de littérature à la Sorbonne. Dans son discours, il parla de l'amour qui transcende les différences sociales, des familles qui se reconstruisent malgré les épreuves, et de la beauté des réconciliations tardives. « Célestine et Pierre nous ont montré que l'amour vrai peut surmonter tous les obstacles, » dit-il. « Marguerite nous a appris qu'il n'est jamais trop tard pour demander pardon, et Amélie et Julien nous prouvent aujourd'hui que les belles histoires d'amour continuent de s'écrire. » Après la cérémonie, pendant que les invités buvaient le champagne dans le jardin illuminé de 1000 bougies, Amélie et Julien montèrent discrètement dans la chambre de Célestine. « Je voulais venir ici, » expliqua Amélie, « pour la remercier. » « La remercier de quoi ? De nous avoir réunis, de nous avoir montré la voie. » Ils restèrent quelques minutes en silence dans cette chambre pleine de souvenirs, puis redescendirent rejoindre leurs invités. « Madame, » dit François en les voyant revenir, « j'ai quelque chose pour vous. » Il tendit à Amélie une enveloppe scellée. « Madame Marguerite m'avait demandé de vous remettre ceci le jour de votre mariage. Une dernière lettre de Marguerite. » Amélie l'ouvrit avec émotion. « Ma très chère Amélie, si vous lisez ces lignes, c'est que vous vous êtes mariée. J'espère de tout cœur que c'est par amour, comme Célestine l'a fait autrefois. Je ne serai pas là pour vous voir dans votre robe de mariée, mais François me décrira tout, j'en suis sûr. Il est si fidèle et si attentionné. Sachez que je suis fier de la femme que vous êtes devenue. En quelques mois, vous avez réussi ce que j'ai mis une vie entière à comprendre. Concilier richesse et humanité, héritage et indépendance, tradition et modernité. Vous portez en vous le meilleur de notre famille, et vous saurez transmettre ces valeurs à vos enfants. Car j'espère que vous en aurez des enfants. Cette maison a besoin de rire d'enfants pour retrouver la joie qu'elle a connue quand Célestine et moi y grandissions. Soyez heureuse, ma chère petite fille de cœur. Vous l'avez mérité. Avec toute mon affection, Marguerite PS. J'ai laissé un dernier cadeau pour vous dans le coffre-fort du bureau. François vous donnera la combinaison quand vous le souhaiterez. Amélie et Julien se regardèrent, intrigués. Un dernier cadeau ? Le lendemain de leur nuit de noces, ils descendirent au bureau et François leur donna la combinaison du coffre-fort familial. À l'intérieur, ils découvrirent un écrin en velours rouge contenant les 2 camées des sœurs Dubois, montés maintenant sur une chaîne unique en or blanc. Il y avait aussi une note de la main de Marguerite, pour que les 2 camées ne soient plus jamais séparées, pour que l'unité de notre famille soit enfin restaurée. Portez-les ensemble, transmettez-les ensemble à vos enfants. Qu'ils soient le symbole de l'amour qui a triomphé de tous les obstacles. Amélie passa délicatement la chaîne autour de son cou. Les 2 camées reposaient côte à côte sur sa poitrine, enfin réunis après 63 ans de séparation. « C'est le plus beau cadeau de mariage qu'on puisse imaginer », dit Julien en l'embrassant. 2 ans plus tard,
Amélie donnait naissance à des jumelles qu'elle prénomma Célestine et Marguerite. Les petites filles grandirent dans l'hôtel particulier de l'avenue Foch, qui retrouvait enfin sa vocation première, abriter une famille aimante. Amélie continua à écrire, publiant tous les 2 ans des romans qui rencontraient un succès grandissant. Sa fondation littéraire était devenue une référence en Europe pour l'aide aux jeunes talents. Et surtout, elle avait réussi le pari de rester elle-même malgré la fortune. « Comment faites-vous » lui demanda un jour une journaliste lors d'une interview. « Je n'oublie jamais d'où je viens » répondit Amélie. « Je retourne régulièrement au café Les Roses de Montmartre. Je vois mes anciens collègues. Je garde contact avec mes amis d'université. L'argent change la vie, mais il ne doit pas changer l'âme. Et votre mari ? Comment vit-il le fait d'avoir épousé l'une des femmes les plus riches de France ? Julien écrit des articles pour Le Monde et Libération. Il a gardé son métier de journaliste parce qu'il y croit. Nous formons un couple moderne. Chacun sa carrière, chacun sa passion, mais une vie commune construite sur l'amour et le respect mutuel. Comme vos grands-parents ? Exactement. L'histoire se répète, mais en mieux. Un matin d'automne, alors qu'Amélie travaillait dans la bibliothèque sur son nouveau roman, François vint la trouver avec une expression préoccupée. « Madame, vous avez une visite. » Une dame très âgée qui dit s'appeler Isabelle Moreau. Amélie leva la tête, surprise. « Moreau ? Encore de la famille de Pierre ? Elle prétend être sa cousine. Elle a 95 ans et elle a insisté pour vous voir. » Curieuse, Amélie descendit au salon. Une très vieille dame l'y attendait, appuyée sur une canne élégante, ses yeux encore vifs malgré l'âge. « Mademoiselle, enfin Madame Moreau-Dubois, » dit-elle en se levant difficilement. « Je suis Isabelle Moreau, cousine de votre grand-père Pierre. Madame Moreau, quel plaisir de vous rencontrer. J'ai lu votre livre sur l'histoire de votre famille. C'est très émouvant. Mais il me semble qu'il manque un chapitre. » « Comment cela ? » « L'histoire de ce qui s'est vraiment passé entre Célestine et Marguerite en décembre 1962. » Amélie fronça les sourcils. « Mais je connais cette histoire. Marguerite me l'a racontée en détail. Elle vous a raconté sa version des événements. Mais j'ai une autre version, celle de Célestine. » La vieille dame fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe. « Votre grand-mère m'avait confié cette lettre en 1963, juste après la naissance de votre mère. Elle m'avait fait promettre de ne la donner à sa descendance qu'après la mort de Marguerite. » Amélie prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Que pouvait encore révéler cette correspondance posthume ? 1963. Pour ma descendance future, était-il écrit sur l'enveloppe. Amélie l'ouvrit et commença à lire. À celle qui lira ces lignes dans un avenir que je ne connais pas, je m'appelle Célestine Moreau, née Dubois, et j'écris cette lettre pour que la vérité sur ma rupture avec ma sœur Marguerite soit un jour connue. Marguerite n'était pas la seule responsable de notre dispute. J'ai ma part de responsabilité, que j'ai toujours tue par orgueil. La vérité, c'est que j'étais enceinte de Pierre depuis 3 mois, quand j'ai annoncé nos fiançailles à ma sœur. Nous avions été imprudents, et je me retrouvais dans cette situation délicate à une époque où cela pouvait détruire définitivement une réputation de famille. Marguerite me proposait une solution. Épouser discrètement Pierre, dans la plus stricte intimité, faire croire que l'enfant était né prématurément, et continuer à vivre dans le monde du bois en gardant Pierre comme un mari secret jusqu'à ce que les mentalités évoluent. Mais moi, j'ai refusé. Je ne voulais pas vivre dans le mensonge. Je ne voulais pas que Pierre soit traité comme un mari de seconde zone. Et surtout, je ne voulais pas élever mon enfant dans un environnement où son père serait considéré comme inférieur. Alors j'ai préféré partir. Et quand Marguerite m'a demandé de rendre le camé, j'ai refusé. Pas par défi, mais parce que ce bijou représentait pour moi le lien avec ma famille. En le gardant, je gardais une partie de l'amour de Marguerite avec moi. Ma sœur n'était donc pas la mégère orgueilleuse que l'histoire retiendra peut-être. Elle était une femme de son époque, effrayée par les conséquences sociales de mes choix, mais prête à trouver des compromis pour me protéger. C'est moi qui ai été intransigeante. C'est moi qui ai refusé ces solutions. Et c'est moi qui suis partie sans laisser d'adresse. Je ne regrette pas mes choix, car ils m'ont mené vers Pierre et vers un bonheur authentique. Mais je regrette la façon dont j'ai quitté Marguerite. J'aurais dû lui expliquer mes motivations, j'aurais dû lui laisser une porte ouverte pour une réconciliation future.